bonsoir, je m'appelle Natacha Felous et je suis journaliste d'entreprise. Je suis ravie d'être parmi vous pour mettre en miroir les évolutions sociétales et économiques et cette nouvelle réforme de la formation professionnelle. Vous le savez, depuis septembre dernier, avec la loi relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, on ne dit plus CIF, mais CPF. On ne pense plus nos formations en nombre d'heures, mais en euros. On va revenir sur tous ces changements, même si des décrets sont encore attendus dans les mois qui viennent. Pour débuter cette soirée, je cède tout de suite la parole à notre hôte, Maurice Cropy, président du FONGECIF Auvergne-Rhône-Alpes. Monsieur le Président. Merci beaucoup, Natacha. Bonsoir à tous, et notamment à ceux que je n'ai pas pu saluer personnellement. Tout d'abord, je remercie les participants à la table ronde. Et je les remercie d'avoir accepté effectivement de passer un moment entre nous. Mais si vous n'étiez pas là, qui serait là à votre place? Puisque nous avons les uns et les autres une part de responsabilité de partager dans la mise en place, enfin d'abord dans la formation, dans l'écosystème de la gestion de la formation actuelle, et encore plus demain, dans la mise en œuvre de la nouvelle loi. Et donc, l'objectif de cette table ronde, c'est d'essayer un petit peu ensemble, et nous FONGECIF, modestement, nous n'avons qu'un rôle de trait d'union entre tous, au niveau de la région, au niveau du territoire, avec tous les acteurs qui ont un rôle à jouer, comment nous allons pouvoir nous emparer de cette nouvelle loi, qui, quoi qu'on en pense, in fine, je pense, est aussi une opportunité pour ouvrir peut-être un champ des possibles, pour innover. Le premier forum que nous avons fait aujourd'hui s'inscrit totalement dans cette métamorphose des FONGECIF, qui vont encore se transformer, vous le savez, au niveau de notre capacité à innover, à être créatif, à être performant. Et moi, le souhait que j'ai aujourd'hui, c'est finalement de saisir ces opportunités que nous allons avoir pour ensemble, au niveau du territoire, finalement, faire en sorte que le système, l'écosystème de gestion de la formation professionnelle devienne plus performant, plus efficient, plus efficace, simplement de faire mieux qu'aujourd'hui encore. Bon. Et donc, vous l'avez compris, la table ronde que nous avons souhaitée, ce n'est pas une énième réunion pour décrypter la loi et la traduire de manière très pratique, d'ailleurs, dans sa mise en œuvre. Non, c'est surtout pour s'interroger sur le sens de cette loi, quelle est sa philosophie, quels sont les enjeux. Et surtout, je terminerai par là pour l'introduction, comment pouvons-nous renforcer notre collaboration entre tous les acteurs du territoire pour répondre aux enjeux aussi du territoire qui vont bien évidemment au-delà de l'enjeu de la formation professionnelle, mais il y a un véritable enjeu économique, de développement économique pour la région. Et donc l'un ne va pas sans l'autre. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Et maintenant, j'ai hâte d'entendre tous les intervenants parce que je pense que nous avons des choses à nous dire en toute simplicité. Merci beaucoup encore une fois pour votre participation. Olivier Frérot, faites-nous prendre de la hauteur avec votre grille de lecture de la nouvelle réforme de la formation professionnelle. C'est à vous. Merci Madame Felous, vous mettez la barre haut. Merci beaucoup au FONGECIF de cette invitation à plancher devant vous pendant une vingtaine de minutes pour introduire cet après-midi, cette table ronde où, effectivement, alors lâcher prise, je ne sais pas, parce qu'il ne faut pas quand même trop lâcher prise, mais néanmoins, vous proposez une vision de ce qui se transforme profondément au sein de notre société. Le président Cropy parlait tout à l'heure de métamorphose du FONGECIF. Le mot me plaît beaucoup, je l'utilise volontiers
pour parler de la métamorphose de la société. Effectivement, je pense qu'il y a quelque chose de très profond qui se passe et que nous avons du mal à interpréter parce qu'effectivement, on est habité, formé, formaté même, je dirais, par une civilisation qui peut-être est en train de passer à une autre. C'est un peu ça ma proposition de réflexion. Je vais vous parler en deux temps. D'une part, effectivement, vous présenter un peu une réflexion sociétale. Et puis, dans un deuxième temps, d'interpréter cette nouvelle loi sur la formation professionnelle, cette liberté de choisir, un peu effectivement avec la grille de lecture que je vous présente en première partie sur cette métamorphose, en voyant dans cette loi ce qui dit des choses de ce qui arrive et puis des choses peut-être qui restent un peu en arrière. Enfin, je vous propose une interprétation très libre de ce point de vue-là. Je pense que c'est ce qui m'est également demandé. Et puis après, bien sûr, dans la table ronde, les uns et les autres parleront de leur vision des choses. Alors, ma réflexion, elle vient évidemment de mon parcours professionnel, personnel également, où j'ai dû changer de point de vue pour essayer de comprendre les événements qui nous arrivent personnellement, collectivement, même nationalement, voire mondialement, pour interpréter ces événements parfois un peu bizarres qui nous déroutent les uns les autres. D'où cette idée de métamorphose, donc de basculement d'une société à une autre, d'une civilisation à une autre. Telle est un peu ma proposition, comme d'autres le font. Donc je me nourris beaucoup de réflexions, où je pense qu'effectivement on est un peu comme dans un tunnel. Alors il y en a qui sont déjà en train de voir devant la lumière, d'autres qui disent non, je ne vois pas, donc je regarde un peu en arrière. On est un peu entre deux et c'est assez inconfortable. Mais ce qui me paraît moins intéressant, en tous les cas, c'est mon repérage de voir des choses qui arrivent, qui sont vivantes et qui attirent et qui aide à passer les moments plus difficiles. Donc c'est cette vision-là que je vous propose. Mais pour ça, effectivement, il faut lâcher un peu. Des choses qui ont bien fonctionné, mais qui fonctionnent de moins en moins. Et c'est pas facile, parce que d'abord, ça a bien fonctionné. Et on dit, pourquoi ça ne fonctionnerait pas de nouveau bien? Peut-être que quelque chose se transforme profondément, cette idée de métamorphose. L'idée, c'est qu'on passe d'une civilisation qui est fondée sur la puissance du rationnel, de la rationalité, à une civilisation qui va être fondée sur la puissance du relationnel. C'est un petit peu un slogan. Puissance du rationnel, puissance du relationnel, puissance de la rationalité technoscientifique à le relationnel, les relations entre les humains et les vivants, du côté de la vie, de la fluidité. C'est ça un peu le schéma fondamental que je vous propose de voir. Donc d'une verticalité de la rationalité, même qui est lumineuse, qui est solaire, qui est claire, à une horizontalité de la vie, de la fluidité des relations, qui sont difficilement maîtrisables. Donc d'une volonté de maîtrise et de puissance par la technique et la science à la nouveauté toujours nouvelle de la vie. Mais nous sommes d'abord des vivants, nous les humains. Voilà un peu l'idée. Alors cette idée-là, elle interprète la question du numérique et de l'intelligence artificielle de façon assez singulière. Pour moi, la question numérique, cette force-là, je l'interprète non pas comme une disruption, comme on nous la présente souvent, mais comme une continuation. Continuation de quoi? Eh bien, d'une vision mathématique du monde. Et là, je fais référence à un texte de Galilée qui est assez peu connu du début du XVIIe siècle, de 1618 exactement, il y a 400 ans. Et Galilée, pour moi, il prononce l'axiome de la modernité. L'univers est écrit en langage mathématique. Eh bien, 400 ans après, on y est. Nous sommes tous des big data, messieurs, dames. Oui ou zut? Voilà, nous sommes tous des big data. Eh bien, Galilée vous l'a dit déjà il y a 400 ans. On y est. Voilà, c'est concrétisé. En tous les cas, au fil des siècles, depuis le XVIIe siècle, on s'est mis à y croire à cette affaire-là, que le monde il était peut-être bien écrit en langage mathématique. Et ça a super bien marché, sincèrement. Et ça a enfanté la technique. Ça a enfanté les chiffres. Et le monde, il est peut-être écrit qu'en chiffres, qu'en 0, qu'en 1. C'est bien du numérique, c'est bien l'informatique et c'est bien de l'argent. C'est très cohérent. Et ça continue, avec beaucoup de puissance. Mais si nous, ou beaucoup de nos contemporains, commencent à moins croire à ce mythe, à cette histoire, eh bien, ça marche moins bien. Voilà. Donc, c'est un peu ça mon interprétation, c'est qu'effectivement, quand on parle de numérique et d'intelligence artificielle, c'est au service de quoi et de qui? Est-ce que c'est au service d'elle-même? Est-ce que la technique est au service d'elle-même? Elle s'est un peu échappée de la maîtrise démocratique des humains, ou est-ce qu'elle est au service de notre humanisation, du vivant qui est en nous? Je vous pose la question, vous voyez un peu la réponse, c'est pas évidente et c'est difficile. En tout cas, il y a de la méfiance qui s'est installée dans notre civilisation, pas seulement chez les Français.
en tout cas chez les Occidentaux, peut-être un peu moins dans d'autres peuples qui découvrent la puissance de la technique, mais quand même, c'est en train de venir. Donc si on a de la méfiance en le fait que par la technique, on va toujours améliorer nos vies, et que finalement, un objet que j'ai dans la poche, que vous avez sans doute vous, cet objet-là, il me fait plus de bien ou plus de mal? Il est ambigu. Il me fait plus de bien parce qu'il augmente mes relations. C'est juste, je suis un homme augmenté relationnellement, et c'est pour ça que ça marche. Mais mon fournisseur d'accès, il sait où je suis, là, tout de suite, là. Et puis il le donnera au juge s'il y a un souci. Donc je suis surveillé en permanence. Donc cette ambiguïté de la technique, aujourd'hui, elle est connue, elle est intériorisée, et donc une méfiance se passe, et donc c'est difficile pour cette civilisation qui est appuyée sur la puissance technique d'être toujours ajustée, d'autant plus qu'on a quand même quelques soucis à venir. Crise écologique, crise climatique, crise sociale, crise du sens, crise grave. Est-ce que c'est la technique qui va nous sortir de ces crises où nous nous sommes mis avec elle? Peut-être pas facilement. Peut-être pas facilement. Et donc, c'est cette question-là qui est importante. Comment la technique va être au service de la vie, justement. D'où cette idée de nouvelles valeurs qui arrivent. Et quand j'utilise le mot valeur, je l'utilise au sens latin du mot de valor, force de vie. Force de vie, énergie profonde, croyance, conviction profonde. Et je pense que c'est là que des transformations se passent à l'intérieur de notre société et sur la planète. Aujourd'hui, la planète est bien sûr un village. L'Occident s'est répandu sur le monde, pour le meilleur et pour le pire, mais il est répandu sur le monde et nous sommes tous liés les uns aux autres. Donc, quelles sont ces nouvelles valeurs qui émergent? C'est un peu ça que je vais vous proposer comme proposition, qui sont appuyées sur cette puissance des relations et de cette vitalité qui nous traverse, nous les humains, mais qui traverse tout le monde vivant, et qui fait qu'on a envie d'être de nouveau en lien avec le monde vivant et les éléments de la nature. Et où est-ce que ça se joue, ça? Ça se joue dans des petits collectifs, des collectifs entreprenants, des solidarités entrepreneuriales, des entreprises. Et j'utilise ce mot à dessein avec une vision très large. Prendre entre nous pour faire une entreprise, entreprendre, c'est faire ensemble. Et ça se joue là où on n'est pas trop nombreux, parce qu'il faut qu'on soit en relation les uns avec les autres. Donc des petits collectifs où ça se passe, des entreprises, c'est là que le monde nouveau s'invente. Parce qu'effectivement, c'est dans le faire que ça se joue. Dans le monde qui vient, la pensée est au service du faire. Dans le monde que l'on est en train un peu de quitter, dans le monde de la technoscience, la pensée domine le faire. Et veut faire, et arraisonne le réel à ces catégories des lois, que ce soit des lois physiques, des lois sociologiques, des lois économiques. Le réel est arraisonné dedans. Donc on pense et on agit en fonction de ce qu'on pense et ce qu'on a découvert au niveau des lois. Ça, c'est le monde qui a super bien marché. Et nos institutions publiques sont faites pour ça, sont faites pour effectivement faire des politiques sur une pensée et le réel doit bien rentrer dedans. On essaie de le faire rentrer un peu avec force, et ça fait un peu violence aujourd'hui, ce genre de choses. Et bien, dans le monde qui vient, c'est sans doute d'abord le faire qui compte. Mais nous sommes aussi des êtres de pensée. Donc on doit penser pour parler, pour échanger, pour conforter. Mais c'est d'abord l'entreprendre qui commande. Et oui, c'est un changement quand même assez profond de paradigme, comme on dit. Donc quelques-unes de ces valeurs nouvelles qui apparaissent et qui sont différentes, pour pas dire antagonistes à la civilisation, quand même, la civilisation dite mainstream, quand même, qui est celle qui nous gouverne principalement. Individuation versus individualisme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Après la modernité, eh bien, l'individu devient premier. Nos jeunes nous le disent avec très, très clairement, je vais réussir ma propre vie, singulière, particulière, originale. Moi, ou plutôt mes parents, c'était je vais réussir dans la vie. Non, ma vie particulière. Mais comment je peux faire ça? Comment je peux réussir ma vie particulière? Eh bien, je ne peux le faire que parce que je fais des choses avec toi, qui toi aussi tu deviens qui tu es, dans des petits collectifs qui entreprennent. Et donc, moi, je pense que c'est un peu le miracle qui est en train de se passer potentiellement, c'est que pour découvrir qui on est, et c'est ça la joie de vivre, et que tous les matins c'est nouveau, je ne peux le faire que parce que je fais des choses avec l'autre dans du collectif. Donc un retour vers le collectif à partir de la personnalité. Dans l'individualisme, c'est aussi né de la modernité, c'est donc moi qui veux aussi réussir ma vie, mais seul, en séparation du monde. Dans cette vision dualiste du monde qui nous vient de la vision cartésienne du monde, sujet, objet, une séparation, une objectivation du monde, une modélisation du monde. Moi tout seul.
Individualisme versus individuation. On est traversé par les deux courants. Notre société est traversée par les deux courants. Il y a un combat entre les deux. Ce que je crois, c'est la croyance, hein, je ne vais pas forcément vous convaincre, c'est qu'effectivement, cette volonté de vie, comme elle retourne vers du collectif, elle va être plus forte. D'où cette notion d'individuation, une valeur fondamentale du monde qui vient. Parce qu'effectivement, après la modernité, l'individualité, il faut commencer par soi. Il faut se transformer soi-même, lâcher prise soi-même. Le développement personnel, c'est vraiment important. On ne peut pas en faire l'économie. Il faut sans doute commencer par là. Mais ça ne peut se jouer que dans du collectif. C'est ça que je voudrais insister sur ce plan-là. Une autre valeur importante en émergence, la sérendipité. C'est un mot que je pense arrive dans notre langage, peut-être que vous n'avez pas tous en tête. C'est une histoire assez étonnante. Ce mot, il vient d'un mot un peu ancien, du perse ancien, d'un conte des princes de Sérendipe. La sérendipité, c'est cette capacité d'accueillir favorablement l'incertitude, la nouveauté, l'événement inattendu. D'être attentif, d'être ouvert à ce qui se passe. C'est le contraire de la maîtrise. C'est effectivement ce lâcher-prise attentionnel. Il se passe quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça me déroute? Il faut avoir des projets, on est bien d'accord. Mais ces projets, ils peuvent être... ils peuvent admettre d'accueillir quelque chose d'autre. Et quand on est chef d'entreprise, ça on le sait bien, il s'agit d'être sérendip, sinon on est un peu en difficulté. Voilà, donc cette qualité d'accueillir la nouveauté, le hasard, l'événement inattendu, positivement. Voilà, on parle souvent de résilience, et on a bien raison, c'est quand il vous arrive qu'il y a plutôt une tuile. C'est le hasard un peu malheureux. Bon, qu'il soit malheureux ou qu'il soit heureux ou qu'il soit indifférent, comment on accueille l'événement et qu'on en fait quelque chose de positif? Et donc, évidemment, il faut avoir des qualités intérieures, d'une intelligence intérieure multiple, fluide, et qui n'est pas que l'intelligence rationnelle. Et il y a de l'intelligence rationnelle, bien évidemment, mais pas que. Elle est plus large dans cette façon d'accueillir l'incertitude. Dans cette vision-là, l'entreprise, elle est vue comme un commun. Voilà, cette notion des communs, peut-être aussi certains d'entre vous s'intéressaient à cette dynamique des communs, c'est-à-dire qu'on fait communauté. Et donc, dans une entreprise qui fait communauté, chacun est important. Et évidemment, l'ensemble des parties prenantes est important. J'ai une vision de l'entreprise qui est tout un maillage des parties prenantes aux frontières floues. Et d'ailleurs, les discussions actuelles sur l'entreprise sont très intéressantes et elles ouvrent ce champ-là. Donc, pour moi, l'entreprise n'est pas d'abord un centre de profit. C'est d'abord un lieu où on entreprend, c'est son nom, on entreprend. Alors bien sûr, on fait attention à l'argent, parce que sinon on ne peut pas y arriver. On le distribue, on en a besoin pour être libre et pour ne pas dépendre des banquiers et autres excessivement. Mais fondamentalement, c'est une communauté humaine qui entreprend pour plus grand qu'elle et où chacun est important. Les fonctions ne sont pas confondues, mais tout le monde est important et respecté. Et l'ensemble des parties prenantes, au cœur, vous avez bien évidemment les salariés, les managers, voire les financiers, et quel que soit le statut de la dite entreprise, tout peut marcher, parce que là, il y a beaucoup de diversité dans ce monde qui vient. C'est ça qui est intéressant. Et ce qu'on fait, c'est au service de plus grand que soi, donc tout aux parties de l'humanité, et également de la biosphère, et également de la sphère vivante, du vivant. C'est-à-dire que l'entreprise, elle n'est pas condamnée à polluer. Et peut-être qu'elle peut même augmenter la biodiversité. En tous les cas, moi, si j'ai 25-30 ans, et que mon entreprise, elle fait de la croissance, non pas quantitative, mais de la croissance de la qualité de la vie, de la diversité. Alors là, je reste, je ne pars pas faire le tour du monde. Et puis si j'ai 50 ans, je ne pars pas en burn-out, je reste. Tout ça pour dire qu'effectivement, une entreprise aujourd'hui, elle peut être le lieu vraiment de ma réalisation. Et là, je vais m'engager beaucoup. Je vais donner le meilleur de moi. Elle fait une communauté. Ce que nous faisons, c'est pour plus grand que nous. Les liens avec le vivant sont respectés, même que j'augmente la biodiversité. C'est trop bien. Voilà. Bien sûr, c'est une utopie, mais aujourd'hui, celles qui vont dans cette utopie-là, elles vont marcher de mieux en mieux, ces entreprises, avec ses salariés et toutes les parties prenantes. Bien sûr, ça appelle de la confiance, de l'optimisme, de l'espérance. C'est-à-dire, on a des problèmes, ils sont difficiles, on n'a pas les solutions, on ne sait pas comment on va y arriver. Mais si on croit qu'on va y arriver, si on espère, on va y arriver. Parce que l'espérance, c'est performatif, ça marche, la méthode Coué ou l'optimisme, ça marche, à condition qu'on y croit. Mais évidemment, si on se met à douter, ça ne marche pas vraiment. Voilà. Donc, ces valeurs de confiance, d'espérance, d'optimisme, qui sont des lieux de l'enthousiasme, quand même, et que ça vaut le coup de vivre de ce point de vue-là, voilà ces valeurs qui montent. Bon, voilà quelques mots un peu vite de ces lieux. Alors, où est-ce que moi je vois ça? Je vois ça aujourd'hui dans de multiples petits collectifs, des entreprises, quel que soit leur statut.
Je suis d'accord que ce n'est pas ce qui domine et ce n'est pas forcément les discours qu'on entend majoritairement. Mais j'ai changé mes lunettes. Et je nous invite, si vous, et vous le faites sans doute déjà, de changer vos lunettes. Et on va en voir de plus en plus. Et elles sont en train de se mettre en lien les uns avec les autres, ces entreprises, quel que soit leur statut, et pour se faire la courte échelle, pour s'encourager. Voilà un peu quelques éléments de ce monde qui vient et que je me semble que moi je vois un peu se lever sur l'ensemble de la planète. Et ça, c'est très intéressant aussi. Évidemment, ce n'est pas que chez nous, mais chez nous, ça se passe également. Deuxième temps, comment interpréter la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel à l'aune de ces critères que je vous propose? Eh bien, ce qui m'a apparu, c'est qu'il y avait dans la loi des éléments qui sont du côté de ce qui est en train d'émerger, plein de vitalité, mais des choses qui sont de l'autre côté, d'une vision plus individualiste, plus techniciste, plus objective, un peu du monde. C'est ça que je vous propose, c'est donc une libre interprétation. Alors, du côté positif, du côté dynamique, liberté. Ça, c'est un mot qui nous plaît bien. Vous êtes bien d'accord avec moi. On l'a bien dans notre devise républicaine. Mais la liberté, ça s'apprend. Et comment faire quand le monde est embrouillé, quand on n'y comprend plus grand-chose, quand on est fatigué, quand on en prend plein la figure, on ne sait plus comment faire avec cette liberté. Ça peut devenir une injonction quelque peu paradoxale. Et cette liberté, elle peut se transformer en contrôle. Bon, la loi ne dit pas comment faire. Elle parle de liberté. Prenons-la au mot, c'est magnifique. Mais la liberté, comment on s'y éduque? Qu'on soit enfant, qu'on soit adulte, hein. La question reste comment tout, parce que c'est une conquête de toute sa vie, la liberté. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je crois que c'est une très belle chose, mais elle ne peut pas s'exercer seule, justement, du fait de l'individuation. Elle s'exerce à la fois dans ma propre qualité singulière, mais en lien avec les autres. D'où c'est toujours cette question, toujours de créer du lien, développer du lien et de la coopération pour exercer cette fameuse liberté. Donc un point d'interrogation, comment exercer cette liberté et non pas avoir une injonction de liberté. Parce que ça ne va pas marcher, ça va même peut-être faire l'inverse de ce que ça voudrait faire. La loi, me semble-t-il, parle aussi de désintermédiation. Question délicate. Alors la désintermédiation, c'est-à-dire vous avez la personne singulière, le citoyen et l'État. Et tous les corps intermédiaires disparus. Ça, c'est la grande idéologie de la Révolution française. Eh ben oui, mais les corps intermédiaires, c'est quand même drôlement important. Donc, une question. Effectivement, et d'autant plus que dans le monde qui vient, me semble-t-il, eh bien, la société se réorganise par la base, par ces collectifs entreprenants. Alors que dans le monde qu'on est en train de quitter, effectivement, qui a super bien marché, ceci dit, eh bien, c'était une organisation bien verticale, descendante. Mais si, effectivement, ça se passe moins bien dans cette descendance. Si l'État, on n'a plus vraiment confiance, il est un peu perdu lui aussi, eh bien, comment ça va se passer? Et bien sûr, c'est au niveau effectivement de ces petits collectifs que moi je vais m'engager. Et dans cette vision-là, l'entreprise, qui est le lieu de mon engagement, l'entreprise, elle n'est pas seulement un lieu de création de richesse économique et sociale, elle l'est bien évidemment, mais davantage, également sociétale, d'où la grande importance de la RSE. Ce n'est pas du tout du gadget, c'est très important pour l'avenir en tous les cas. Mais sociétale, c'est-à-dire civique, voire politique, au niveau de la civis latin ou grec, la police grecque, la civis la civitas latine. C'est-à-dire c'est le lieu aussi de ma socialisation, l'entreprise. Donc c'est mon collectif où je me socialise de façon globale. Donc les entreprises ne sont pas prêtes encore vraiment à ça. Mais celles qui vont y venir, il y en a qui commencent à y venir, elles vont aussi, là aussi, susciter davantage mon adhésion. Et donc, c'est le lieu de ma mise en relation avec différentes échelles de collectifs, avec ce que moi j'appelle une subsidiarité ascendante. On parle souvent de subsidiarité, une vision descendante. Oui, ça c'est intéressant, mais si en haut ça marche plus très bien, c'est bien, ça remonte. Et c'est donc des collectifs qui se mettent au niveau des tailles différentes, parce que les humains, on est aujourd'hui maintenant nombreux sur la planète, et ça, on a une vraie difficulté d'ailleurs de philosophie politique pour monter. Mais en tous les cas, pour ce qui me concerne, quand je suis un individu en formation dans une entreprise, voilà, j'ai besoin de différents cercles d'appartenance, avec des collectifs qui se font à la courte échelle. Donc l'entreprise est fondamentale. Or, dans la loi, je ne suis pas un grand spécialiste de la formation professionnelle, dans la nouvelle loi, en tous les cas, les entreprises sont peut-être moins au cœur que précédemment. Enfin, vous en parlerez à la table ronde, puisque c'est l'individu qui est au cœur.
avec raison, ça on a bien compris pourquoi, mais comme je vous dis qu'il faut que chaque personne, les mots, j'hésite entre les mots personne, individu, mais parce qu'on n'a plus tout à fait les bons mots pour le dire. Il faudrait dire l'individu en relation avec, etc. Et on a besoin des poètes pour dire ça. Je fais juste cette petite parenthèse. On n'a pas les bons mots pour dire la toute nouveauté qui arrive. Bon, ceci dit, chacun d'entre nous, chaque individu, eh bien sûr, a besoin d'être accompagné. Cette fameuse apprentissage de la liberté, les anglo-saxons parlent d'empowerment, vous savez bien, donc comment avoir ce pouvoir d'action. Eh bien, et pour ça, c'est dans un collectif qu'on le joue, et l'entreprise, de ce point de vue-là, est très important. Donc, je pense d'ailleurs que la loi, pour les personnes relativement qualifiées, elle va peut-être assez bien marcher, mais pour les personnes peu qualifiées, qu'est-ce qui va se passer si elles ne sont pas soutenues par leur entreprise? Si l'entreprise n'y croit pas vraiment, laisse un peu tomber, eh bien, vous voyez bien que ça va être un peu délicat. Donc, voilà, une question que je vous pose, vous les acteurs de la formation, c'est quelle co-construction avec les entreprises au sens large, mais aussi l'ensemble des parties prenantes. Ça concerne les syndicats, ça concerne tous ceux qui fabriquent l'entreprise. Idem pour les territoires. Les territoires ont des politiques à travers leurs collectivités, communes, comités de communes, départements, régions, bien évidemment. Ils ont des politiques stratégiques pour leur développement économique et politique. Et donc, ils cherchent certaines compétences. Quelle adéquation va y avoir entre ces compétences mises en avant par les politiques territoriales, les entreprises et les personnes, habitants ou les gens qui viennent travailler? S'il n'y a pas de lien entre les deux, ça ne va pas bien marcher non plus. Donc comment les territoires, à travers leur collectivité, vont être associés? Vous en avez un peu parlé très rapidement tout à l'heure. Voilà une question très importante, sinon ça va être en disjonction. D'où l'importance de lieux comme ici ce soir, et je pense qu'il faut en faire très régulièrement, des lieux de trait d'union, disait le président tout à l'heure. Des lieux où l'ensemble des partenaires vont discuter du sujet. D'un sujet où il y a des contradictions, où il y a des controverses. Et donc où ces controverses peuvent être travaillées, exposées avec de la méthode. Donc là, on a besoin aussi de médiateurs sur ces contradictions qui nous traversent tous. D'où la grande importance, donc, où, quand la personne humaine est au centre, elle soit accompagnée pour que ces contradictions qui nous traversent puissent être travaillées. Et donc, ça veut dire que ce qui est au cœur de cette philosophie, c'est plutôt la coopération que la compétition. Il y a de la compétition dans la vie. Et c'est ce que la modernité a mis en avant. Mais ce qui apparaît, c'est qu'il y a aussi beaucoup de coopération. Et que dans le monde qui vient, il y aura de la compétition, mais il y a peut-être plus de coopération. En tout cas, les lieux où cette coopération entre des acteurs différents, qui ne sont pas d'accord a priori, va se jouer, va s'élaborer, là, il va y avoir une véritable fécondité. Et là, au service, évidemment, des personnes, pour ce qui concerne la formation. Et donc, des organismes qui seront des médiateurs, des passeurs de relais, des accompagnateurs, ces fameux traits d'union deviennent très importants. Sinon, ça va rester éclaté à droite à gauche. Et donc, voilà, c'est une vraie compétence, aussi bien vis-à-vis des personnes, mais vis-à-vis même des partenaires, des organismes, que je pense qu'il y a un enjeu fondamental qui se joue, et je pense que vous allez en parler au moment de la table ronde. Comment faire en sorte que cette coopération, dans des points de vue différents, voire contradictoires, va s'élaborer? Sinon, eh bien, la loi, elle va peut-être pas être aussi féconde qu'elle le pourrait. Donc, la balle est dans notre camp, à tous. Voilà ce que je voulais proposer ce soir. Merci. Bonsoir Anne Pellet, vous êtes conseillère régionale, vice-présidente de la commission économie, entreprise et emploi à la région, évidemment, Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes aussi dirigeante d'entreprise, co-dirigeante d'entreprise avec votre époux, dans le secteur de la cosmétologie et des compléments alimentaires, c'est bien ça. Il sera intéressant d'avoir votre double regard d'ailleurs, oui. Et vous êtes des deux côtés. Valérie Javel, bonsoir. Vous présidez la Fédération de la formation professionnelle en Auvergne-Rhône-Alpes. Au niveau national, je crois que la FFP représente plus de 700 entreprises de formation et 2000 établissements.
en Auvergne-Rhône-Alpes, on est autour de 100, c'est bien ça ? C'est ça. Vous êtes aussi dirigeante d'une entreprise de formation qui compte 33 personnes quand même. Jean-François Benvise, bonsoir. Vous dirigez la Directe Auvergne-Rhône-Alpes. Alors la Directe, je la présente tout de même, mais la Directe est un service de l'État qui est présent dans chaque région et qui intervient sur toutes les questions liées aux entreprises, à l'emploi, à la politique du travail et à la concurrence. C'est bien ça ? Pascal Blin, bonsoir. Vous êtes le directeur régional de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Alors c'est une très importante direction, si je peux me permettre, avec 5600 collaborateurs, 112 agences et points relais et 42 bassins d'emploi. Anthony Contat, bonsoir. Vous représentez l'ANDRH Auvergne-Rhône-Alpes. Alors l'ANDRH, c'est l'Association nationale des directeurs des ressources humaines. Et en plus d'être très impliqué au sein de l'ANDRH, vous êtes vous-même DRH à temps partagé. Vous nous expliquerez si vous le voulez. C'est aussi une évolution, ça, de la fonction travail. Maurice Cropy, bonsoir. Bien sûr, vous présidez le FONGECIF Auvergne-Rhône-Alpes et vous connaissez très bien les missions des directeurs des ressources humaines puisque c'est le poste que vous avez occupé une très grande partie de votre carrière avant d'être nommé directeur de la formation chez Michelin. C'est bien ça. Oh là, il y a eu des A. Vous aviez plein de likes ce soir. Allez, place au débat. Et n'hésitez pas à réserver, notez vos questions. Nous aurons 10 à 15 minutes ensuite pour échanger. C'est important, on est tous ensemble ici autour de ce sujet qui nous concerne tous. Tiens, Anne Pellet, moi j'aimerais bien avoir votre réaction. Est-ce que la région a constaté cette métamorphose sociétale décrite par Olivier Frérot? En d'autres termes, comment évolue la société vue de la région? Ah bah oui, heureusement qu'elle l'a vue, parce que si on ne la voit pas nous, alors il y a des soucis à se faire. Bien sûr qu'elle l'a vue et que c'est une évidence et que les transformations que Olivier Frérot a bien mises en avant, plus sur les personnes, mais aussi sur les outils, sur la manière de travailler, elles sont là. Le numérique a révolutionné. On a des interventions régulières de Jean Brion, comme Philippe de Sertine ou comme Luc Ferry ou autres, qui nous parlent de l'homme augmenté, des nouveaux territoires, toutes ces choses-là. Et évidemment qu'on s'adapte, que dans toutes les... On a été en plus amené à s'adapter, à réfléchir, d'autant plus qu'on a mis en place avec quelqu'un de bien dans cette salle, le SRDE2I, le schéma régional de développement économique. Bon, je fais une allusion à Stéphane Giboudot qui a fait un beau travail sur le sujet, qui est là. Et donc, déjà, ça pousse une réflexion. Et puis, il y a une autre réflexion qu'on est en train d'aboutir aujourd'hui, c'est sur le SRADET. Alors, on a aussi des acronymes affreux, mais c'est en gros le schéma régional de développement territorial. Et en fait, ça pousse la réflexion très loin. On se sert de ce qu'on appelait les SCOT et qui permet de réfléchir, d'essayer de se projeter à 30 ans et de voir avec toute cette révolution, tout ce que les gens demandent, cette vie qui change, ces professions qui changent, ces changements radicaux qu'on connaît, puisqu'il y a des gens qui ont fait des études. Il faudrait faire une analyse à 20 ans, combien de gens font les études pour lesquelles font le métier pour lequel ils ont fait des études. Je pense que ça serait assez amusant de voir ça. Et voilà, donc évidemment qu'on en tient compte, mais bon, je vais laisser la parole après à chacun et on en reparlera plus tard. Merci, mais on peut en parler tout de suite avec vous, Anthony Contat. Vous êtes donc en première ligne, évidemment, pour observer les aspirations des salariés, des actifs. Alors, comment, justement, ces aspirations ont évolué? Vous aussi, quel est votre constat? Nous, dans la relation à nos salariés, je dirais que les aspirations professionnelles ont beaucoup changé sur la projection. On n'est plus sur des projections à 10-15 ans. Alors, pas du tout à 30, ça c'est sûr, avec nos salariés. Clairement, on est plutôt sur du moyen terme, parfois du court terme. C'est-à-dire combien de temps?
Si on est sur les les jeunes diplômés, ceux qui arrivent sur le marché du travail, on est plutôt sur du 3-5 quand même. C'est-à-dire que c'est difficile, je sais pas, on en parlera peut-être avec Arkésis, mais c'est difficile de leur proposer un projet qui va plus loin. On est vraiment dans l'immédiateté. Ils vous le disent. Moi, ce qui m'intéresse... En tout cas, ce qu'ils nous disent, c'est que, et c'est intéressant parce qu'il y a vraiment un équilibre qui se fait dans la relation de travail. C'est vraiment intéressant dans la relation qu'on a avec les salariés, c'est qu'ils viennent avec une offre de service. Donc, ils viennent avec une offre de service, ils viennent avec une volonté, avec des envies. J'avais lu il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est un intellectuel qui s'appelle Jacobi, qui disait qu'ils étaient en recherche de plénitude. Donc il faut qu'on puisse répondre à ça. Ce n'est pas forcément évident en entreprise, mais on le sait. Donc sur ces jeunes populations-là, on sait qu'il va falloir leur proposer un projet où ils vont pouvoir vivre des choses pleinement et assez rapidement. Mais c'est assez intéressant. D'ailleurs, je trouve que ce que Olivier Frérot a dit sur l'horizontalité et la verticalité, c'est très vrai dans notre relation avec les collaborateurs. Parce qu'avant, on avait le contrat de travail en fait, qui était au centre et une position économique très forte entre l'employeur et le salarié. Et c'est vraiment en train de se renverser. Et on est sur quelque chose de beaucoup plus horizontal, où on est chacun en fait, avec une proposition. Et effectivement, on va vers de la collaboration, vous avez dit coopération, et ça m'a fait assez écho quand même sur notre vie au quotidien en entreprise. Comme un contrat d'épanouissement finalement mutuel, c'est ça? Je ne sais pas si on on peut vraiment répondre, mais bon. D'accord. Entre le théorique c'est ambitieux et le pratique, en tout cas. C'est ambitieux, entendu. En tout cas, 50% des emplois seront transformés dans les 10 ans qui viennent. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministère du Travail. C'est quand même assez significatif comme évolution. Jean-François Bennevise, est-ce qu'on peut dire qu'en faisant évoluer son rapport à la formation professionnelle, on change aussi notre rapport au travail? Première chose que je voudrais dire, c'est que le travail structure la personne humaine. On le dit, c'est un lieu commun de le rappeler, mais le travail, c'est ce qui donne sens en fait à la vie en société, quelles que soient les formes du travail. La formation professionnelle a toujours été attachée à l'emploi et donc à la relation de travail, fait partie des objets de la négociation. Et s'est développé en fait dans notre pays dans le cadre de la société industrielle. Aujourd'hui, avec l'évolution, la transformation du cadre de travail, les frontières qui s'estompent entre salariat, non-salariat, le développement de toutes les plateformes, les questions de frontières qui aussi sont très fluides entre la vie professionnelle et la vie privée par les outils numériques dont on a parlé tout à l'heure. On voit bien que la relation avec la formation professionnelle est contrainte par toutes ces évolutions et que les droits attachés à la relation de salariat pour accéder à la formation professionnelle sont interrogés. Donc finalement, tout ce qui aujourd'hui est mis en avant dans cette loi pour choisir son avenir professionnel, on peut considérer que ça traduit finalement l'évolution de la relation au travail elle-même. Et d'ailleurs, les propositions de co-investissement, qui ne sont pas nouvelles dans la formation, montrent bien que finalement, ce qui est premier aujourd'hui, c'est le développement de la personne humaine, ça a été bien dit tout à l'heure, pour soi, mais pour faire société, et que la relation, dans une optique professionnelle, donc le travail reste bien le but, mais les modalités d'accès, les modalités d'organisation, de consommation, de pédagogie liées à la formation professionnelle sont évidemment impactées par tous ces changements du travail lui-même. Oui, on va y venir. Pascal Leblin, alors on le voit, le rapport au travail se modifie. Est-ce le cas aussi du rapport à la recherche d'emploi ? Eh bien oui, figurez-vous. Bonne nouvelle. Et je passe en dernier, donc je vais faire un peu de redite, parce qu'effectivement, ce qu'on observe, c'est trois choses. Sans surprise, l'importance de la marque employeur, vous en avez parlé. Au-delà de la marque employeur, on va y retrouver aussi ce que disait Olivier Frérot, c'est-à-dire que les gens cherchent des projets, ils ont une autre approche, alors même que le chômage est important. Les jeunes générations choisissent, ils choisissent des projets, et donc ils ont d'autres motivations. Et voilà, donc ça, c'est un premier sujet. On a parlé du numérique aussi. Tout à l'heure, juste quand même un chiffre, cette année sur Pôle emploi.fr, il va y avoir 1 200 000 offres
qui vont passer, juste pour la région, hein, évidemment. On a plus de 90% des offres de plus d'un mois qui... Enfin, oui. J'allais dire des offres, mais en fait des besoins des entreprises qui passent sur Pôle emploi.fr grâce au numérique, aux accords qu'on a. Donc oui, 88% des demandeurs d'emploi utilisent Internet pour chercher du boulot. Donc ça, c'est un fait important, nouveau. L'approche par compétences, hein, qui là aussi, il prend le pas petit à petit, mais assez rapidement quand même, je trouve, sur le CV et autres. Là, pas que des réseaux sociaux, effectivement, des outils. Et puis par rapport à ce qu'on disait sur les formes de travail, moi, il y a un chiffre qui m'a marqué quand je suis arrivé dans cette région, c'est que sur une population active de 3 200 000 personnes, il y a 600 000 entreprises de 0 salarié quand même. Alors, ouais, non, mais alors c'est vrai qu'il y a des gens qui créent plusieurs sociétés, il y a des auto-entrepreneurs, il y a des entreprises, enfin il y a toutes sortes de... Mais quand même, on a un angle mort statistique hein, dans notre approche qui fait qu'on ne sait pas trop ce qui se passe là. Et je vois dans des secteurs émergents comme le numérique, par exemple, les entreprises sont composées de CDI, de CDD, d'étudiants, de profs, de gens qui travaillent comme ça, d'ailleurs. Voilà, c'est... Mais ouais, non, mais voilà, il y a. Qu'est-ce qu'on entend derrière comme ça ce que je veux dire par là, c'est que les frontières, enfin, si on imagine que le monde du travail c'est peuplé de CDI, on est à côté de la plaque, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. J'ai bien compris. Monsieur Cropy, qu'est-ce que vous, au sein du FONGECIF, mais aussi vous, à titre individuel, en tant que DRH, ancien DRH, vous voyez de cette évolution de la société ? Oui, alors je ne veux pas paraphraser ce qui a été dit, mais je vois la même chose que mes collègues, bien évidemment. Et avec aussi, effectivement, une dimension générationnelle hein, qui fait qu'il y a des nuances hein, entre, effectivement, les générations. Je pense que cette loi, effectivement, répond en partie à cette évolution sociétale. Avec cet individualisme, et en même temps, comme ça a très bien été dit, ce besoin aussi de collectif, de sens, de partage. Aujourd'hui, moi, et je suis toujours en contact avec les jeunes, hein, ils viennent vous voir, ils vous parlent de projet de vie. Et même quand ils viennent au FONGECIF, je vois les conseillères là-bas, c'est pas un projet de formation professionnelle, c'est un projet de formation professionnelle comme un projet de vie. Et il y a presque une dimension intime, c'est-à-dire que les personnes, souvent c'est partagé, c'est pas une décision seule, et c'est une remise en cause. Et on constate, nous le constatons, peut-être contrairement à une idée reçue, que quel que soit le niveau d'études, de formation, souvent les personnes qui sont dans cette démarche ont besoin d'accompagnement, parce que elles se mettent un peu en fragilité. Il y a une certaine vulnérabilité. Et donc, l'accompagnement, et nous le voyons à travers les personnes qui viennent nous voir, hein, puisque aujourd'hui, moi, je cite souvent cet exemple, je préside la commission de recours au FONGECIF, je vois arriver des dossiers, des jeunes de moins de 30 ans, qui ont le bac plus 3 ou le bac plus 5 et qui sont bien rémunérés et qui veulent changer d'emploi. Bon, ce qui nous pose des difficultés, nous, pour gérer nos priorités, quoi. Donc là, ça, c'est vraiment un changement profond. Et puis, effectivement, quand on parle de projet professionnel, projet de vie, c'est la même chose, avec une volonté de sens, avec une dimension éthique, environnementale, etc. Donc, ça va bien au-delà, et c'est ce qui explique en partie la difficulté à mettre en adéquation les besoins en termes d'emploi, d'emploi en tension, et les personnes qui sont à la recherche. Parce que au-delà de trouver un emploi, ils sont dans la recherche d'un projet personnel. Ça, pour moi, c'est un fait nouveau depuis quelques années que nous observons. Et puis, en même temps, ils sont là aussi, alors sans paraphraser Nietzsche, en disant mais aidez-nous un petit peu, aidez-moi à venir ce que je suis, quoi. On sent aussi, donc ça rejoint ce qui a déjà été dit, il y a aussi cette prise de conscience que seul, c'est difficile de le faire. Donc d'où d'ailleurs toutes les réflexions qu'il y a pu y avoir au moment de la gestation de cette loi. Hein. J'ai pu participer à certains débats sur des intermédiations ou pas, etc. Bon, je pense qu'il y a eu aussi une prise de conscience de la part du gouvernement.
on le voit dans le résultat final de la loi, sur le rôle du conseil en évolution professionnelle et de l'accompagnement, qui n'était pas présent au départ. C'est intéressant, et c'est tous les débats qu'il y a eu avec tous les partenaires qui ont fait évoluer aussi cette loi dans ce sens-là, et qui répond dans ce sens, je pense, à cette évolution sociétale dont on parle. Absolument. Vous parlez beaucoup de jeunes, excusez-moi, j'adore les jeunes, mais il n'y a pas que sur le marché du travail. On est d'accord. Non, mais juste Anne Pellet. un tiers des personnes ont moins de 25 ans, Oui. donc c'est normal qu'on parle des jeunes. Oui. Non, mais je suis ravie qu'on en parle, mais la tendance des autres générations, qui sont aussi majoritaires sur le marché du travail, c'est que c'est une suradaptation à une évolution. C'est où est cette masse des pas jeunes, j'allais dire, dans l'entreprise, et par rapport, encore une fois, à la formation professionnelle. Valérie Javel, je vais vous passer la parole parce que je vous ai vu froncer les yeux. Ce rapport, effectivement, sur la masse des pas jeunes. Sur la masse des pas jeunes, pardon, il n'y avait rien de personnel. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire sur la masse des pas jeunes? Alors là... Oui. Parce qu'on parle beaucoup des changements culturels dans les nouvelles générations, mais... Oui. Alors là, honnêtement, on va parler de la transition quand on parle de la masse des pas jeunes, de l'accompagnement, effectivement. Et donc, moi, je ne veux pas rebondir ou prendre la parole sur des sujets qui sont plus, je pense, du côté du FONGECIF, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de débats sur l'accompagnement et l'orientation, etc. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, cette volonté de changement du gouvernement, c'est la première fois qu'on se trouve devant une page nouvelle. C'est original. C'est le point original, ça, de cette réforme. Elle a quoi d'original? En tout cas, la volonté, du moins celle que j'ai pu voir ou comprendre, la volonté, c'est vraiment de tourner une page et de se dire, d'une certaine manière, il y a une forme de formation administrée qui va disparaître pour un marché beaucoup plus libre de la formation. Alors de là à aborder la liberté, un marché plus libre, c'est déjà c'est une chose. On met effectivement, moi je dirais l'actif au centre du dispositif. C'est vrai qu'on a du mal à le qualifier, l'individu. Moi je dirais l'actif au centre du dispositif. Et on lui dit, eh bien écoute, maintenant, vas-y. Moi je te donne les outils pour prendre en main ton avenir professionnel. Je te donne les outils pour que tu puisses asseoir ton employabilité, pour que tu puisses effectivement faire quelque chose. Donc je te donne ces outils-là. Et c'est ce qui est nouveau, original. CPF, monétisé, etc., etc. Et ça, c'est vraiment un gros changement de philosophie. Et c'est le gros enjeu. C'est-à-dire que si les actifs ne s'emparent pas de cette volonté qu'a donnée le législateur d'aller vers son avenir, ça ne sera pas forcément une réussite. Et c'est pour ça qu'il va falloir accompagner, bien évidemment, cette réforme. Merci. Jean-François Benneville, revenez tout de même, parce que tout le monde n'est pas au courant des subtilités de cette nouvelle réforme. Vous pouvez nous rappeler les grands points de cette réforme et ce qu'a souhaité justement le législateur? Mais en 3 mots, c'est un peu difficile. Prenez en 10. Oui, non, mais ce que je peux dire, c'est que comme tous les textes préparés par ce gouvernement, ils tournent autour de 2 axes, libérer et protéger. Bon, et ils se lisent tous à l'aune de cette dualité qui correspond finalement à des besoins très humains, individuels et collectifs. Bon. Sur la loi formation professionnelle, et je parle de l'ensemble plus que l'apprentissage en tant que tel, mais qui est un peu l'expression la plus radicale des transformations. Sur la loi formation professionnelle, effectivement, il s'agit de donner de nouveaux droits aux personnes pour qu'ils puissent s'en saisir pour évoluer, asseoir des compétences, les faire reconnaître
et évoluer dans un monde qui change, transformation des emplois d'aujourd'hui et à venir. Et puis parallèlement, de renforcer l'investissement des entreprises dans le développement des compétences de leurs salariés. Et c'est tout le lien. Il ne faut pas voir cette loi sans l'autre, qui sont les ordonnances dites Macron, qui en fait visent à développer les possibilités de dialogue social à tous les niveaux et en premier lieu dans l'entreprise. Vous aviez tout à fait raison de le dire. Si les uns et les autres ne se saisissent pas des opportunités qui sont offertes par ces nouveaux textes, il ne se passera pas grand-chose. Et on est obnubilés tous par la désintermédiation et le fait que l'individu soit considéré comme l'acteur suprême de son destin. Il ne faut pas survaloriser cet aspect-là. C'est déjà le cas actuellement pour ceux qui savent se débrouiller. Reconnaissons que les outils numériques ou l'information donnée, je vais prendre un exemple, aux parents sur l'orientation et les taux d'insertion ou de succès au diplôme et d'insertion des différentes formations, c'est quand même utile en termes d'exercice de la liberté, et une liberté plutôt responsable. C'est sur la formation initiale. Oui, mais ça sera valable aussi sur toutes les formations professionnelles. C'est la même logique. Et il faut voir cette loi avec les autres, et derrière la transformation de l'appareil de formation continue, il est attendu également une transformation de l'appareil de formation initiale, lycée professionnel, éducation nationale. Bon. Il y a des choses qui se lisent en dur et des choses qui se lisent en creux. Et ce qui est important, c'est de voir, enfin, de mon point de vue, ce sont les exigences qui sont portées vis-à-vis de toutes les institutions. Il y a eu des débats sur la place des uns et des autres. Je constate qu'il y a aujourd'hui une exigence renforcée vis-à-vis du service rendu par chaque institution. Pour prendre un exemple dans un autre domaine, regardez les CCI, Chambre de commerce et d'industrie. Qui aurait dit il y a quelques années que leur place serait aussi radicalement remise en cause en quelques années par la réduction lourde de leurs ressources fiscales, sur la base des demandes des chefs d'entreprise disant « nous payons trop de charges ». Eh bien, le gouvernement a dit « ok, je vous prends au mot, vous payez trop de charges, je réduis les charges ». Parce que j'estime que le service rendu par l'institution n'est pas suffisant. Je prends cet exemple un peu de côté pour bien faire comprendre, mais c'est la même logique. C'est-à-dire ce qui est attendu des organismes de formation, des OPCA, OPCO, des partenaires sociaux, des régions, de l'État lui-même, à tous les niveaux, c'est de justifier son service rendu au bénéfice des individus, qu'ils soient actifs ou demandeurs d'emploi, et de la société. Je crois que c'est ça qu'il faut. Et quand on parle d'inversion du paradigme, c'est ça en tout cas l'ambition. Alors après, c'est une transformation qui ne va pas s'opérer en un jour. C'est vrai qu'il y avait deux manières de la concevoir. Ça s'était conçu de manière administrée, organisée, planifiée. Je crois que c'est plus l'heure du temps aujourd'hui. Et ils ont choisi l'optique libérale, c'est vrai, du marché qui est censé conduire à une régulation optimale. Le choix du CPF en euros, ça va quand même faire prendre conscience qu'il y avait des formations qui étaient de 1 à 7 en termes de coûts. C'est chose qu'on ne disait pas trop jusqu'à présent. Bon. Donc ça va apparaître au grand jour. Certes, il y a un risque d'utilisation laxiste, mais il y aura des régulations par différents modes, qui sont à la fois des modes classiques et des modes du marché et des modes administratifs. Mais je crois que vraiment, là, il y a ce renversement collectif qui appelle à la responsabilisation de tout le monde. Le mot n'a pas été utilisé tout à l'heure, mais qui dit liberté dit responsabilité. Et pour moi, in fine, c'est ça qui est en cause. Alors effectivement, il ne faut pas oublier les plus fragiles. Et c'est la question qu'on aura tous. Mais on l'a déjà. Pourquoi est-ce qu'on a fait cette loi? C'est parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas brillant quand même en termes d'inégalité. Voilà, quand on regarde. Et donc, voilà, je crois que c'est un peu le pari qui est là devant nous. Merci de clarifier tous ces points. On va revenir d'ailleurs sur les différents profils. Vous venez de le dire, Jean-François Bennevise, la responsabilité, vous l'avez aussi tous rappelé, l'individu est au centre, avec un mot, sauf erreur de ma part, qui n'a pas été prononcé, qui est l'autonomie, qui est au cœur même de cette réforme. Et moi, j'ai envie de poser une question aussi philosophique. Maurice Crepy, est-ce qu'on est tous égaux
face à l'autonomie. Et tout à l'heure, Olivier Frérot parlait de liberté, d'éducation à la liberté. Est-ce qu'il faut aussi être éduqué à l'autonomie ? Ben oui, l'autonomie, c'est quoi ? C'est une compétence, ça s'acquiert. C'est une compétence, ça s'acquiert. Ça s'obtient par le savoir. Alors bien évidemment, on n'a pas tous le même potentiel et la même capacité pour atteindre un niveau d'autonomie. Mais oui, tout le monde a accès à l'autonomie. Bon. Mais peut-on parler d'autonomie sans responsabilité ? Ça a déjà été évoqué. Alors, on parlait tout à l'heure de responsabilité collective. Moi, je parlerais de responsabilité individuelle. C'est-à-dire, si je suis aidé pour mon projet professionnel, au niveau de mon orientation, de la construction, voire du financement, quelle est ma responsabilité, moi, en tant que citoyen ? Je pense que là aussi, il y a un enjeu collectif qui est peut-être le contrepoids, effectivement, de l'individualisme, de l'égoïsme, que pourrait engendrer l'autonomie. C'est-à-dire qu'en tant que citoyen, alors, je vais peut-être faire bondir quelques-uns ou quelques-unes, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part une obligation de résultat lorsqu'on est accompagné ? Et là, on est dans la responsabilité citoyenne, hein, puisque je bénéficie d'une aide, je dois mettre tout en œuvre pour réussir. Bon, c'est ce que font la plupart, hein, mais il y a encore des progrès à faire. Il y a une prise de conscience, c'est-à-dire que ne faisons pas de l'actif, dans le cadre de la formation, un enfant roi. Hein. Là, il a des droits, oui, effectivement, de nouveaux droits. Il va avoir de nouveaux outils. Mais il y a aussi une dimension, à mon sens, de responsabilité citoyenne. Et finalement, je vais aller jusqu'au bout de ma réflexion. C'est moi, finalement, si je monte en compétence, si j'obtiens un emploi qui correspond à mes souhaits, je dois aussi participer à l'enrichissement du pays. Je vais jusqu'à là dans mon raisonnement. C'est-à-dire qu'il y a la dimension individuelle, mais il y a la dimension collective. Avec des changements de posture. Donc, avec des changements de posture. Oui. J'aimerais qu'on revienne sur les impacts de cette réforme, sur vous, hein, sur le rôle des acteurs de la formation professionnelle. Anthony Contat, dorénavant, on ne parle plus de plan de formation, mais on va parler maintenant de plan d'adaptation et de développement des compétences. Hein, c'est bien ça. En quoi ça change les pratiques du DRH et de sa relation avec le salarié ? Quel est l'impact de cette réforme sur votre métier ? Alors, sur l'angle uniquement formation, moi je vois un pivot, surtout qui va être fait sur la posture du DRH. C'est-à-dire que sur la partie vraiment formation, on pouvait être parfois dans un rôle soit de prescripteur, parce qu'on a notre plan de formation à monter, il faut proposer des formations, un catalogue, ou alors parfois même de censeur, parce qu'il y a aussi des questions budgétaires qui fait qu'on doit faire des priorisations. Là, j'ai vraiment l'impression, et c'est ce qui, moi, me semble très intéressant et assez challengeant pour le DRH, c'est qu'on va être plutôt en position de conseil. C'est-à-dire plutôt à côté du salarié, pour essayer de construire, on a entendu aussi co-construire avec lui, peut-être son cahier des charges, ses besoins, être là aussi en accompagnement. Enfin, Valérie a totalement raison sur cette dimension qui est fondamentale. On doit vraiment être en accompagnement. On disait même être proactif, c'est-à-dire pas attendre en fait que nos salariés viennent nous solliciter, mais aller leur expliquer, parce qu'il y a des explications quand même à apporter sur ces changements-là, si même moi je les trouve plutôt enthousiasmants. Mais il faut quand même aller vers eux, leur expliquer quel va être notre rôle, comment on va faire, qui s'inquiètent pas aussi par rapport à ça. Donc ça, je trouve ça plutôt intéressant. C'est un courant qui est assez, je dirais, majoritaire, je pense. Enfin, je regarde Stéphane qui est aussi dans la même association que moi, mais je pense c'est assez majoritaire chez les DRH. D'ailleurs, petite précision, nous, notre association, dans le Rhône, on n'est pas sur Rhône-Alpes, on est uniquement sur le département du Rhône, c'est 400 adhérents. Donc 400 adhérents, il y a quand même une voix qui est assez importante, c'est la plus grosse section, d'ailleurs, au niveau national. On a quand même ce courant majoritaire de se dire, c'est challengeant, c'est enthousiasmant. Et le minoritaire Et il y a quand même un petit courant minoritaire, c'est normal, en général on a les deux, plus sceptique et qui se pose des questions sur le fait d'être un peu dépossédé. Perte de pouvoir.
Alors, j'ai pas dit perte de Je vous pouvoir, embête, hein. on va dire déposséder. En tout cas, de leur utilité. Il y a une réflexion sur quelle va être mon utilité sur la partie formation et sur la partie gestion des compétences. Il y a ce questionnement. Alors, moi, je suis de nature très enthousiaste, hein. Donc, de toute façon, il faut vivre cette formation, il faut cette réforme, il faut l'éprouver, on verra, on va tester. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant dans notre posture de responsable de la fonction RH. Je le vois plutôt en ce sens-là. Et l'impact sur la politique de formation en entreprise? Alors après, je pense qu'il faut faire attention parce que dans la réforme, il y a des points qui sont très précis. Donc on parle beaucoup du CPF. Le CPF, il est très important, mais il y a plein d'autres choses dans l'entreprise en plus du CPF, hein. Il n'y a pas que ça. On a une politique, on a des politiques de formation, d'accompagnement. D'ailleurs, c'est pas que de la formation, hein. C'est pour ça que j'aime bien l'idée de changer le nom du plan de formation. Il y a d'autres choses, hein, qui sont mises en place sur l'accompagnement et le développement des compétences qui ne passent pas uniquement par la formation. On a du tutorat inversé, on a aussi des partages de compétences, de savoir-faire. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui en entreprise, alors il faut que je trouve le mot en français, mais l'idée c'est d'avoir des moments en fait de créativité. Aussi qui vont permettre de se former. Je pense. Alors, Le brainstorming. Non, je cherchais un autre mot. Parce qu'on utilise beaucoup de techniques aussi canadiennes aujourd'hui qui sont assez en avance sur la partie en fait créative où on apprend en se formant. Je pense par exemple au co-développement professionnel et managérial qui commence à se développer de plus en plus et qui est assez fondamental dans la formation, là pour le coup, que je trouve assez intéressante, enfin un outil qui est assez intéressant. Donc il n'y a pas que cette partie-là. Donc je pense qu'il ne faut pas focaliser non plus en se disant bon, il y a ce CPF, c'est important, ça change quand même la donne pour le salarié, mais il n'y a pas que ça. L'entreprise, elle continue d'avoir un rôle clairement en termes de formation, de proposition d'offres à toute la population, à la collectivité des salariés. Ouais. En tout cas, je vois que tous les exemples que vous avez pris, et ça confirme, si besoin est, ce que disait Olivier Frérot, repose sur le lien. Hein, le lien, la collectivité, la co-construction, tout ça vient ensemble. Anne Pellet, justement, est-ce que vous pouvez, vous aussi, nous dire les impacts, hein, de cette réforme professionnelle sur les missions de la région? Est-ce que ça va changer quelque chose? Ah bah oui, ça va changer. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on est un petit peu dépossédé en partie d'une compétence sur la formation. Il y a quelque chose d'intéressant dans la région, c'est que c'est une collectivité qui est construite sur une progression de compétences, entre guillemets, puisqu'on part de la formation initiale, lycée, on continue sur la formation continue. Après, on a tout ce qui est évidemment économie, entreprise. Bon, on fait voyager tout le monde par les TER. Et puis, on va au-delà, tourisme, aménagement du territoire, culture, et j'en oublie beaucoup. Et agriculture aussi. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même tout ce qui est formation et tout ce qui est entreprise et tout ce qui est économie. Et je trouve que c'est bien que les deux soient forcément reliés. L'un ne va pas sans l'autre. Et la finalité, surtout pour un élu, c'est quoi? C'est l'emploi. Donc, et que les gens s'y retrouvent. Donc, ok, c'est important que la personne puisse accompagner individuellement son parcours de formation. C'est important que l'entreprise qui est au cœur des besoins soit plus acteur encore, puisque c'est elle qui va récupérer la demande, enfin, ce qu'elle cherche à avoir en sollicitant sa branche, puisque ce sont les branches finalement qui vont prendre la part que nous organisons, en tout cas en termes d'apprentissage. C'est ça, le mouvement, c'est vers les branches professionnelles. On garde l'orientation. Voilà, en gros, hein, pour faire simple. Oui. Et on gagne sur l'orientation. Mais c'est important. Simplement, il faudra quand même qu'on soit en lien avec aussi ces branches, parce que sinon, il va y avoir des coupures, quoi. C'est pas bon. Donc voilà. Donc c'est peut-être un peu dommage. Où il faut vous dire qu'aussi à l'heure où on parle, ça c'est étonnant. Cette loi, elle était votée cet été, discutée, votée cet été. On attend les décrets. On m'a parlé tout à l'heure de 70 décrets. C'est-à-dire que c'est consistant. Et quelques-uns ont commencé à sortir, mais concernant la région, ils sont très à la marge de notre compétence. Moi, je rappelle aussi qu'en termes de compétences, donc on accompagne la formation, jusqu'à présent, tout ce qui était formation initiale, professionnelle, CFA, toutes ces choses-là. La formation pour les demandeurs d'emploi, mais pas forcément pour les salariés. Ce qui n'est pas toujours évident aussi. Et pourtant, c'est très proche. Et là, on a évidemment des liens très serrés avec Pôle emploi, puisqu'on a même des contrats ensemble pour essayer de développer des conventions et avancer de concert. Voilà. Encore une fois, ça passe par les branches. Bon, j'ai mon mot à dire en tant que PME,
Ça sera un autre volet. Mais why not? Et les écoles de production ont montré leur réussite et elles étaient l'émanation des entreprises. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont très intéressantes à traiter par l'entreprise et surtout ça permet d'aller droit sur l'employabilité et les métiers en tension, puisque aujourd'hui on affiche, peut-être que Pascal Blin nous redonnera exactement les chiffres pour la région, mais des chiffres qui sont quand même très hauts à l'échelle européenne. On est ridicule. On est plus proche de 10 quand la moyenne des pays européens est en dessous de 6. Donc, sur quelle moyenne? Sur européen, le chômage. Européen, sur le chômage. Et donc il y a vraiment, et en même temps, je ne vais pas parler de la personne qui dit il fait traverser la rue pour trouver un boulot, mais il y a un fond de quelque chose là-dedans et ça mérite une réflexion. Voilà. Donc, vous vouliez réagir, monsieur le Excusez-moi, ministre? je me permets de rebondir sur l'affirmation selon laquelle la région a perdu une compétence. Non mais parce que ça a été beaucoup dit. Je voudrais quand même rappeler que la région garde intégralement ses compétences sur la formation professionnelle des demandeurs d'emploi. La meilleure preuve, c'est que le PIC, qui est quand même 11 milliards supplémentaires qui sont dédiés à la formation, ont été proposés à la région, le sont toujours pour les 4 ans à venir, et nous prenons grand soin à considérer et à rappeler que la région est compétente sur l'ensemble du champ. Ce qui a changé, c'est l'organisation administrée de l'ouverture des CFA. Mais pourquoi? Pas pour enlever une compétence à la région. Je trouve que c'était la région qui l'avait, ça aurait été l'État ou d'autres qui l'avaient. C'est au nom de cette liberté de l'offre pour enfin changer le niveau d'accès à l'apprentissage dont on constate aujourd'hui qu'il n'est pas parmi le quantitatif constaté dans les autres pays. Et donc c'est pour essayer une libéralisation de l'offre par un moyen de création totalement ouverte désormais, sous réserve des éléments de certification donc de la régulation privée. Voilà, c'est remplacer la régulation publique par de la régulation privée. Merci pour ce point. Pascal Blin, vous aussi, qu'est-ce que cette réforme va impacter structurellement, d'une manière organisationnelle, sur Pôle emploi? Moi, j'aurais tendance à dire ça tourne autour du conseil en évolution professionnelle, l'impact. Et d'ailleurs, comme l'a dit le conférencier, ça nous pousse à changer de posture. Et d'ailleurs, bien aidé par le numérique aussi, puisque en l'occurrence, il faudrait quand même se poser la question de savoir effectivement comment on passe pour reprendre du rationnel au relationnel. En fait, voilà. La dernière fois que j'ai vu des chiffres, ils sont un peu anciens, mais enfin, Pôle emploi, c'était 85% des entretiens CEP et 85% des CPF utilisés, d'ailleurs. Je le dis en passant. Pour le reste, effectivement, la loi nous... Alors, évidemment, nous, on est très pratique dans l'approche. On a affaire à des demandeurs d'emploi, des fois, qui ne savent pas lire, déjà. Donc, voilà. En gros, on parlait d'autonomie tout à l'heure. L'autonomie est extrêmement diverse. On a toute la gamme. Ça va du bac plus, je ne sais pas combien, qui est entre 2 jobs, jusqu'à des gens qui sont au chômage depuis plus de 15 ans sans interruption. Enfin, voilà. Donc, on a tous les cas de figure. Donc, autour du CEP, voilà. Donc, c'est avec l'impact du numérique aussi qui change la donne. Voilà, comment on va réagir. Ça, c'est le premier point. Qui nous occupe le plus, puisque c'est l'essentiel des effectifs de Pôle emploi sont consacrés à faire ça. Quand vous dites changement de posture? Changement de posture du conseiller, parce qu'en gros, il faudrait passer d'une logique où on dit aux gens, voilà, vous avez qu'à faire ci ou ça, et puis voilà, à une logique où, voilà, c'est quoi vos attentes, et puis on vous répond. On a en gros un tiers des demandeurs d'emploi qui sont dans une logique où il faut faire de l'accompagnement, 130 000 à peu près, voilà. Parce que paumé, parce que voilà. Et puis les 2 tiers, on se contente de répondre à leurs questions, et notamment sur la matière de formation. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir avec un projet déjà ficelé, ils savent ce qu'ils veulent faire, ils ont repéré l'organisme, etc., etc. Le deuxième point, c'est le PIC. Anne vient d'en parler, et puis Jean-François aussi. Donc là, on s'attend au terme du cahier des charges qui est proposé par l'État. Il y a 2 axes où on est assez à l'aise, qui effectivement, voilà, c'est répondre aux besoins des entreprises, s'occuper des plus éloignés de l'emploi. Et puis il y a l'axe sur toute la rénovation pédagogique qui est appelée de ses voeux, parce que voilà, le marché de la formation, c'est un gros marché, On va y venir. 35 milliards. Comment c'est dépensé, quelle méthode, quelle approche. Avec cette approche par compétence, enfin voilà, c'est plutôt ça qu'on attend avec impatience. Il faut que le conseil régional
nous disent. Hein Valérie Javel. Ah non, rien. Je dis le deuxième impact, c'est le pic. Oui. Valérie Javel, évidemment, la balle est dans votre camp. Comment tout ça va changer le paysage des organisations de formation et l'offre aussi, hein, comment tout ça va changer? Grande question. Donc parlons pas d'argent entre nous parce que 35 milliards, on va pas être d'accord. On va pas être d'accord. Mais bon, en tout cas pas pour les organismes de formation. Alors il y a une rupture effectivement qui va se faire et qui est en train de s'opérer, qui avait déjà commencé à s'opérer de toute façon de la filière formation et de l'offre de formation. Déjà dans les mots, on parle plus tellement d'organismes de formation. On parle d'entreprises de formation, on parle de prestataires de formation, de conseils, d'accompagnement, etc. On va changer de nom. Donc c'est une mutation. Là aussi, ça nous accompagne. La libéralisation entraîne, j'imagine, ce changement de sémantique. Voilà, la sémantique change là aussi. Oui, on va avoir encore plein de nouveaux mots à apprendre. En redéfinissant aussi le champ de l'action de formation, on agit sur les méthodes pédagogiques et les dispositifs. Et forcément, en agissant sur les modalités pédagogiques, les dispositifs, on va vers l'innovation, et ça, c'est inévitable. Et c'est ce qui nous pousse, nous, aujourd'hui, c'est d'aller vers cette innovation. Les enjeux sont très forts et ils sont attendus à ce niveau-là, parce qu'effectivement, on nous demande de mettre du digital dans l'apprentissage de nos formations, bien évidemment. Alors on travaille, hein, on va passer, et on commence à passer d'une ingénierie financière qui était parfois bien pesante, hein, comprendre où étaient les flux, etc., à une ingénierie de parcours de formation, à une ingénierie de développement de compétences, et nos métiers vont être vraiment impacté. On est en train de se modifier aussi durablement au sein de nos organismes de formation. Comment, concrètement, vous modifiez ? Concrètement, on accompagne nos formateurs à être des e-formateurs, des e-tuteurs, des e-rédacteurs. Quand on fait de la digitalisation, on va construire des contenus qui vont pouvoir être disponibles. Et ces contenus, il faut les médiatiser. Donc, il faut des gens pour les écrire et on ne les écrit pas pareil. Donc, il y a toute cette filière qui change. Et il y a toute cette filière formation qui change et qui change en plus avec la volonté de vraiment s'inscrire durablement dans une offre pérenne et une offre pédagogique. Alors aujourd'hui, il y a énormément de choses déjà qui existent et tout n'est pas accessible pour les apprenants, notamment ceux qui sont très très loin en termes d'apprentissage. Et moi, je dis méfiance aussi à ce niveau-là. C'est pas parce qu'on va trouver un MOOC à 15 € sur je ne sais pas quel sujet qu'on va être compétent à la fin de la lecture du MOOC. Hein. Donc, je dis attention à ce niveau-là. Ça veut dire qu'on va aller sur des blocs de compétences en termes d'offres de formation. On va sur des blocs de compétences, c'est ça ? Plus court, quelque chose de... On est, de toute façon, la loi nous oblige à travailler en bloc de compétences, donc avec une définition très précise de la compétence. Donc on va sur des modules très courts, puisque l'idée, encore une fois, c'est d'accompagner. Alors je dis l'actif, pour moi l'actif, qu'il soit salarié ou demandeur d'emploi, c'est un actif potentiel, hein, sachant que l'un peut passer de l'autre. Donc voilà, tout au long de sa vie, effectivement, il va pouvoir agglomérer ces blocs de compétences et en faire référence sur un CV, etc. Donc effectivement, on travaille et on est en train de travailler à faire ces offres par bloc de compétences. Donc un fort impact, on l'a bien compris. Oui. Pour le FONGECIF aussi, Maurice Cropy, il y a un impact. Olivier Frérot évoquait, et vous l'avez évoqué aussi tour à tour, le rôle central du conseiller même médiateur. C'est comme ça que vous souhaitez vous positionner ? Alors déjà en 2019, je rappelle que les FONGECIF ont effectivement la responsabilité de gérer la transition
jusqu'à 2020, et qui, entre autres, vont continuer à assurer le conseil en évolution professionnelle. Et donc, et puis aussi la responsabilité de mettre en place le CPF de transition. Donc, concernant effectivement les évolutions, nous sommes déjà, nous, effectivement, depuis maintenant un an, dans une logique de remise en cause de nos pratiques qui étaient très culturellement très anciennes, structurées. 35 ans, c'était le plus vieux dispositif. Hein. Ouais. Bon, donc on ne change pas du jour au lendemain. Donc pour nous, la conduite du changement, nous avons mis en place un programme de la conduite du changement qui a démarré, j'allais dire, après la fusion. Vous savez, il y a toujours des opportunités. Tout à l'heure, nous parlions d'opportunités de nouvelles lois. La loi NOTRe, la fusion des régions, nous a obligés, entre l'Auvergne et Rhône-Alpes, à nous remettre en cause sur nos pratiques, à définir, à travailler sur une nouvelle vision, à définir un nouveau projet de mode managérial, des nouvelles méthodes de travail, et à développer une culture de l'innovation, de la créativité, etc. Voilà. Et donc, nous nous préparons depuis maintenant plus de 18 mois à cette nouvelle étape qui n'est pas terminée, hein, parce que la métamorphose a commencé pour nous il y a 18 mois, elle va se continuer. Et durant cette année 2019, notamment par rapport aux organismes de formation, nous travaillons ensemble, hein, puisque nous avons un projet de partenariat avec la fédération. Notre ambition, c'est d'être d'abord un atténuateur des conséquences de la réforme, parce que vous l'avez évoqué, il y a effectivement des conséquences, et puis d'être un facilitateur. Nous allons travailler ensemble. Nous allons renforcer notre collaboration qui existait déjà, mais nous allons la renforcer pour justement faire en sorte d'être le plus performant possible et rapidement. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a vraiment une opportunité de développer l'innovation, d'être créatif, imaginatif, pour être plus performant, avec pas plus de moyens, mais beaucoup plus performant, beaucoup plus efficient. Et ça, c'est en travaillant les uns avec les autres. Et donc, nous, effectivement, on est vraiment dans cette logique de partenariat, de collaboration. Voilà. La co-construction depuis tout à l'heure. La co-construction, effectivement. Et alors, c'est pas non plus complètement nouveau, hein. Mais là, nous allons peut-être structurer cette collaboration. Voilà. Parfait. J'aimerais qu'on revienne sur, on l'a dit tout à l'heure, les risques d'inégalité aussi de cette réforme. On parle ici aussi en toute transparence. Jean-François Benvise, les salariés des TPE ont 2 fois moins de chances d'être formés que ceux des entreprises de 250 salariés ou plus. Autrement dit, 35% des salariés d'entreprises de 1 à 9 salariés ont accès à la formation professionnelle, comparé aux 62% pour les entreprises de plus de 250 salariés. Alors comment cette réforme va inverser la tendance ? Je dirais d'abord qu'il faut constater que la réglementation actuelle n'a pas permis une équité de traitement. Il faut bien avoir ça en tête, parce qu'on dit toujours on bascule dans un autre cadre, et ce cadre crée plus de problèmes qu'il n'en résout. Je dis... Voilà, le cadre actuel, et vous l'avez rappelé, est marqué par l'inégalité. Bon, inégalité consciente. Ça fait longtemps qu'on le dit. Ça a été négocié, ça a été accepté. Bon. C'est dur, ça, inégalité consciente. Hein. Oui, on le sait, on le voit, on le mesure. Donc, qu'a-t-on fait jusqu'à présent pour corriger ça ? Bon. Mais c'est vrai dans ce domaine, c'est vrai dans d'autres. Bon. Donc, en soi, la réforme ne produira pas de changement structurel sur ces éléments d'inégalité structurelle. Par contre, elle ouvre de nouveaux aspects. C'est-à-dire que, d'abord, il y a quelques éléments. C'est-à-dire que la mutualisation reste en vigueur pour les moins de 10. Ça, c'est un élément important. Et donc les moins de 50, d'accord. Et elle est financée donc par l'ensemble des entreprises. C'est-à-dire que donc c'est un élément de solidarité affiché, maintenu, confirmé donc sur ce plan-là pour les plus petites entreprises. Ensuite, la vision d'universalité du CPF permet à chacun de s'en saisir et de le mobiliser avec ou sans l'accord de l'employeur, donc de contourner éventuellement une inaction de l'employeur en termes d'appui à une formation.
il y a une clarification du cadre de la formation professionnelle entre ce qui est action de mise à l'emploi, qui relève de la responsabilité de l'employeur, et accès aux compétences, qui est dans tout le cadre nouveau. Et dernier point, je faisais le lien tout à l'heure avec les autres réformes et le cadre des ordonnances. En l'occurrence, le développement attendu de la négociation sociale dans l'entreprise est un levier formidable pour justement avoir les moyens de réduire cette inégalité historique. Bon. Alors c'est un pari là aussi, hein, c'est-à-dire que pour négocier, il faut être deux, il faut avoir envie de mettre le sujet sur la table. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une demande croissante des personnes, des salariés, des actifs, des demandeurs d'emploi, de connaissances sur cette loi. D'ailleurs, le nombre de personnes qui étaient au rez-de-chaussée montrait bien qu'il y a des besoins, il y a des demandes d'information, et il y a même de sollicitations très importantes des FONGECIF dans cette période-là. Inutile de dire que quand le CPF, on va avoir toute la communication autour, ça va aussi être important. Donc je pense que par ce biais-là, on a des possibilités d'avoir une meilleure situation, mais cette situation n'est que le reflet d'inégalités admises. Voilà. Oui. Vous vouliez réagir, Valérie Javel? Réagir, non, simplement donner aussi ma vision sur la formation des moins de 50, qui me semble un enjeu important, vraiment très important. D'ailleurs, comme l'a dit M. Benvise, il y a focus de financement sur ces moins de 50 et avec une possibilité donnée aux entreprises de faire de la formation en situation de travail. Ce qui, pour les moins de 50, est vraiment une avancée très importante et qui va pouvoir peut-être réduire ces inégalités. D'accord. Enfin, c'est ma vision, des choses. Jusqu'à présent, on ne voulait pas en entendre parler. C'est ce qui se fait concrètement dans les petites entreprises, parce qu'effectivement, on préfère former au poste de travail. Donc là aussi, je trouve que vraiment, là, il y a un gros enjeu. Et on dit aux grandes entreprises, débrouillez-vous, vous avez les moyens, c'est votre responsabilité de co-construire avec vos salariés, et c'est aussi votre vision prospective de votre entreprise, de votre stratégie qui fera qu'effectivement ça va marcher. Donc c'est assez équilibré. Enfin, le message est clair en tout cas, selon moi. Entendu, on va voir ce que ça donne. Anthony Contant, on vient de parler là de taille d'entreprise, mais il n'y a pas que la taille de l'entreprise qui entre en jeu, il y a aussi le statut des salariés. Allez, je reviens avec mes statistiques. Aujourd'hui, la part des salariés ayant accès à la formation professionnelle selon le statut, 66% de cadres, 34% des ouvriers. On retrouve à peu près le même ratio que sur la taille de l'entreprise. Alors là aussi, est-ce qu'il y a une évolution prévue? Quid de ces salariés peu qualifiés? Alors, je ne sais pas si c'est une évolution. Pour moi, c'était déjà une réalité en fait dans nos entreprises, c'est que les collaborateurs qui sont peu qualifiés ou pas qualifiés ne sont pas ceux qui vont forcément être en demande. C'est pas forcément eux qui vont chercher à mobiliser les dispositifs parce qu'ils n'ont pas forcément accès toujours à la connaissance. Donc ça, c'était une vraie difficulté qu'on avait déjà avant. C'est vrai que là, il y a un questionnement. Alors sur la partie CPF, uniquement sur cette partie-là, il y a un questionnement puisque si on déplace en se disant on est acteur de notre parcours de formation en tant que salarié, la question qu'on peut se poser, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de proactivité et que je rejoins à nouveau l'accompagnement, c'est qu'on ne pourra pas laisser cette population-là seule parce qu'autrement elle ne va pas l'utiliser. Peut-être parce qu'elle ne va pas la comprendre, peut-être parce qu'elle ne va pas s'y intéresser, parce qu'elle n'est pas toujours dans les priorités des entreprises non plus, clairement. Donc pour nous, c'est un warning. Mais ce n'est pas un warning qui est forcément plus important que dans... Je crois que depuis 2004, on est à la 7e réforme de la formation. Hein. Donc, on fait quand même attention au public. Mais il faut quand même qu'on l'ait en tête en tant que DRH, en disant attention à cette population-là, parce que demain, aller activer son compte CPF en euros, comprendre ce que c'est une offre de formation et la valeur. C'est intéressant, le 1 à 7. C'est quoi la valeur d'une offre de formation? On se la posait la question en tant que DRH. Pourquoi on a des différences aussi importantes dans une offre de formation? Un salarié, il peut aussi clairement se la poser. Donc il faudra qu'on soit à côté. Clairement, il faudra qu'on soit à côté. Anne Pelé, est-ce que vous pensez que l'accès aux formations sera garanti pour tous? Normalement, c'est fait pour. Après, on a des territoires qui sont toujours très vastes, avec de la ruralité, et il faut espérer que partout, les gens auront la même chance. C'est pas forcément évident.
que ce soit le cas. Et c'est vrai qu'en tant que région, nous, on est là pour participer aux équilibres. Il faut espérer qu'au cran, enfin, avec la loi, on arrivera toujours à maintenir ça. Il y a cette fameuse péréquation qui permettra quand même de combler là où on pourrait sentir qu'il y a des manques. Et donc là, c'est des ajustements qui sont encore en cours. Mais je pense qu'avec ça, on y arrivera. Il y a un petit point que j'ai en réflexe plus d'entrepreneurs, c'est le déséquilibre qu'il peut y avoir entre les branches. Il y a des branches beaucoup plus puissantes que d'autres. Et j'ai même des cas compliqués comme le mien où on appartient à 2 branches. Voilà, mais c'est des petites. Mais, et donc, c'est plus complexe d'essayer d'exister quand on est dans une petite branche que dans une grosse. Et vous n'imaginez pas le pouvoir des grosses. Justement, enfin c'est ça. Donc l'équité, elle sera aussi à ce niveau-là, ouais, d'aller essayer de maintenir. Et je rappelle encore une fois, comme on l'a dit un peu au départ, 90% de PME dans notre région. Hein, première région industrielle, première région recherche-développement, donc il y a un potentiel énorme, c'est une région fabuleuse. Et dans l'accompagnement, pour revenir aussi sur ce que si on perd un peu les CFA, c'est aussi parce que c'est quelque chose qu'on aimait beaucoup. Il y a un affectif qui s'est créé sûrement avec eux parce que l'apprentissage est fondamental et que moi je défends depuis toujours qu'il n'y a pas de réussite avec ou sans bac. La réussite, d'abord aujourd'hui, on va revenir sur le point du départ, on ne cherche plus à réussir pour gagner de l'argent, on cherche à réussir pour vivre bien, pour une qualité de vie et pour un épanouissement et apprendre et être satisfait dans son travail. C'est beaucoup de choses qui tournent autour de ça aujourd'hui. Et ça peut commencer dès un CAP. Et la chance en France, c'est que la progression peut se faire tout au long de la vie. On peut se révéler plus ou moins tôt, plus ou moins tard, et continuer de monter, je ne devrais même pas dire ce mot, d'évoluer sur d'autres. Je connais des cadres, je vous dis, qui ont fait des belles carrières, même à l'international, qui deviennent finalement, passent leur CAP de boulanger-pâtissier parce que ça les éclate. Et j'en suis ravie. Voilà. Voilà. Après, s'il y a des boulangeries à reprendre et des systèmes à monter, et tant mieux, quoi. Et on cherche, on a un manque dans tout ce qui est mécanique, dans des métiers spécifiques, où ils gagnent sûrement quasiment, ou voire autant, avec un CAP ou je sais pas, avant le bac en tout cas, que des bacs plus 5 qui rament. Moi, je connais des bacs plus 5 juridiques ou même commerce. Pour trouver du boulot, c'est galère, quoi. Donc, il y a un équilibre à trouver là-dedans. Voilà. C'est un sacré changement là aussi, hein, de mentalité et de posture par rapport aux formations non des grandes écoles et compagnie. Pascal Blin, alors comment on accompagne l'évolution professionnelle alors que justement, voilà, on a des parcours individuels qui sont de plus en plus diversifiés en termes de fonctions, mais aussi en termes de statut. On peut être dans sa carrière auto-entrepreneur, puis salarié, puis repartir sur une profession libérale. Comment on gère cette évolution professionnelle face à ces visages multiples des individus ? Alors oui, effectivement, il y a un chiffre qui circule un peu partout pour dire que chacun connaîtra 10-12 ruptures dans sa carrière. La vie des chats. Voilà. Non, pas dans la vie sentimentale, la vie professionnelle. Sentimentale, c'est sûrement plus. On fera une autre table ronde. En gros, ça pose la question du parcours et du suivi tout au long de la carrière quand même. Et moi, là-dessus, on a quand même quelques limitations en France. Hein. Nous, par exemple, la CNIL ne nous aide pas, hein, parce qu'on ne peut pas garder les infos trop longtemps. On a 23 millions d'enregistrements dans notre fichier, parce qu'en gros, la plupart des gens ont quand même fait un passage par Pôle emploi, à un moment ou à un autre. Alors, voilà, moi, je ne veux pas trop parler du numérique, mais enfin, ça aiderait quand même si on avait un patrimoine commun, hein, une base de données partagée, connue, voilà, sécurisée, certes, mais enfin, qui nous permettrait de suivre un peu les gens tout au long de la carrière, parce que là encore, il y a une inégalité en fonction de la taille des entreprises. Hein. Voilà, si vous avez travaillé chez Michelin, c'est pas la même chose que si vous avez travaillé dans des tas de petites PME. On a même, nous d'ailleurs, on parlait d'illettrisme, mais il y a la moitié des gens illettrés quand même qui ont passé au moins 20 ans dans une entreprise. Voilà, on a démontré, quand j'étais directeur UNEDIC, que voilà, plus on restait longtemps dans l'entreprise, moins on était employable à la sortie, hein, quand même. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Je vais répondre un peu décalé. Nous, je pense qu'on a un vrai sujet de management pour tous ceux qui font du CEP d'ailleurs. Hein, on en parlait toujours, passer du rationnel au relationnel, hein, avec ces outils-là. Voilà.
comment on va travailler sur les aptitudes et compétences des conseillers en complément de tous ces outils-là pour accompagner. Et puis, voilà, on parlait de résilience, on parlait de sérendipité tout à l'heure. Voilà, comment on va gérer ça? Ça se travaille, effectivement. Et vous prenez quelle direction pour répondre Alors, à ces questions? par exemple, très concrètement, ça ressemble à une gageure, mais nous, on s'est lancé dans le mouvement des entreprises libérées là, il y a quelques années maintenant, puisque en gros, pour un gros machin comme Pôle emploi, c'est sûr que c'est pas évident, hein, mais globalement, il s'agirait de donner le pouvoir de décision aux conseillers, au local. Vous avez raison, il y a une quarantaine de bassins d'emploi. Les logiques sont très très différentes suivant les bassins. Hein. Quand vous êtes à la frontière suisse, je peux vous dire que ça ne ressemble pas vraiment à Mauriac, à l'autre bout. Voilà, donc il y a un vrai travail à faire déjà pour tous ceux qui vont accompagner. Parce qu'encore une fois, enfin, moi j'entends bien tout ce qu'on dit sur l'autonomie, la liberté et tout ça, mais notre pratique professionnelle nous montre qu'il faut accompagner des... Non, j'ai pas dit ça non plus, mais... Non, franchement, le discours sur l'inégalité, il est connu, parce que depuis 71, hein, on l'entend. Hein, les chiffres qu'on dit sur l'accès à la formation, c'est les mêmes depuis 40 ans. Hein, donc, bon. Mais dites-moi, 720 000, plus de 720 000 inscrits, c'est ça, à Pôle emploi. Oui. Ça va être possible, ça, d'avoir du temps à consacrer dans le Conseil Oui, alors, évidemment, oui, il y a du temps. Alors, même si les comparaisons européennes sont cruelles, puisqu'on est 2-3 fois moins nombreux qu'en Allemagne, en Angleterre, pour faire ce boulot-là. C'est vrai que si on additionne tous ceux qui travaillent autour du CEP d'une manière ou d'une autre, il y a déjà du monde. Après, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à faire des choses qui ne sont pas directement liées à ça, malheureusement. Hein. Moi, j'ai quand même presque 1000 personnes qui travaillent sur l'indemnisation, par exemple. Vous voyez, c'est pas bon. Voilà, c'est sûr si on avait des règles plus simples, message aux partenaires sociaux. Hein. Mais voilà. Mais globalement... c'est un vrai sujet pour nous de travailler sur la culture de l'innovation, raccourcir les délais et s'adapter aux besoins. Ça participe du changement de posture qu'on a dit tout à l'heure. C'est comme ça qu'on arrivera à gérer ça. Avec, voilà, moi je dis juste un bémol. C'est vrai que en dehors de tout concept d'assistanat, les gens ont besoin d'aide de manière différente. Ouais. Oui, absolument. Il y a des situations hétérogènes. On vient de parler là des différents profils. Les impacts sur le territoire, c'est aussi quand même un sujet d'importance. Valérie Javel, est-ce qu'il va y avoir un effet prix? On l'a évoqué rapidement tout à l'heure sur l'offre de formation avec cette réforme. Bien. Donc, quand on parle... Parlons d'argent. Forcément. Quand on parle liberté, libéralisation, on parle concurrence, il va y avoir forcément des effets sur les prix. Après, quels effets? J'ai pas de boule de cristal pour savoir ce qui va se passer. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, une heure de formation, on sait à peu près les moyennes de combien ça coûte sur quel sujet. Donc, moi, j'ai tendance à penser quand même, quand on met en œuvre des plateaux techniques, par exemple, il y a des prix, ils sont incompressibles. Quand on en demande de l'innovation, de l'agilité, de la qualité, à un moment donné, ça va se retrouver aussi sur les prix. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle de prix? C'est vrai que c'est quand même très très compliqué de parler tarifs. Après, je pense qu'on va s'adapter, ça va se lisser, il va y avoir des effets là aussi, on en a parlé, on travaille beaucoup plus ensemble, donc on fait de la recherche et développement avec des confrères ensemble pour pas refaire chacun dans son coin la même chose et pour proposer des offres aux bénéficiaires qui soient intéressantes. Donc les prix, c'est quand même un sujet très, 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 très vaste. De toute façon, je suppose que dans la mission de France Compétences, dont on n'a pas trop parlé, il va y avoir un vrai sujet des prix. Donc, et puis l'actif, qui est autonome, a aussi sa vision et va se construire aussi une vision, non, du prix de la formation. Voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière? Moi, je dis toujours, qu'est-ce qu'il y a derrière?
C'est une ça. vraie question. Quelle va être la lisibilité que vous allez avoir sur... Et je suis d'accord avec Monsieur Blin. Attention, on ne va pas penser, et donc les personnes qui travaillent sur les DRH, les responsables formation, là je parle des salariés d'entreprise, qui passent leur temps à siffler pour dire attention, vous avez une formation qui commence tel jour, allez-y. On passe pas de ce monde-là au monde je vais tout seul en formation demain, comme ça sans accompagnement, c'est pas possible. Hein. Il faut aussi, on n'est pas dans le monde merveilleux de Mickey. Hein. Donc voilà. Ouais. Anne Pellet, comment on peut adapter cette autonomie de choix de l'actif aux réalités économiques du territoire? Parce qu'il s'agit aussi d'être très proche, effectivement, de chacun. Et dans le Cantal et dans le Rhône, on est tout à fait opposés. C'est bien la question qu'on se pose tous maintenant, hein, si j'avais la clé. C'est aussi l'objectif de cette loi, c'est que chacun, à sa manière, d'où qu'il soit, ait accès. Donc après, nous, on adapte aussi parce que on va pousser, là je vais élargir plus sur l'entreprise, mais sur des domaines qui sont dynamiques, qui sont professionnalisants et sur lesquels on a des chances de trouver du boulot. Et l'autre point que je voulais dire, c'est que dans l'entreprise, surtout dans les PME, c'est bien qu'on ait ce compte personnel maintenant de formation. Après, c'est arrivé, et ça, je m'adresse plus aussi au RH. Dans les toutes petites boîtes, il n'y a pas de structure RH. Hein. C'est de trouver le temps de dire j'ai besoin de cette formation, j'ai vu qu'elle existait, je veux la prendre, et quand je peux la prendre, et au bout du bout, qu'elle ne soit pas déceptive. Je ne veux pas être méchante, mais le nombre de fois j'ai essayé de faire des formations, et en fait, autour de la table, on devait être 10, mais 10 avec des cas tellement différents qu'au bout du bout, on perdait tous 2 jours. Voilà. Donc ça reste compliqué. Il y a encore... Comment ? Il faut s'adresser à des... On est... Alors, à la fin de l'année, on vous dit, vous n'avez pas utilisé tous vos... C'est dommage, profitez-en. Et la panique à bord. Sauf qu'à la fin de l'année, en décembre, on n'est pas forcément très dispo. Et voilà, ça, c'est des dimensions complexes que je vis plutôt dans mon quotidien, et j'ai fini par des cours d'anglais, ça m'a fait le plus grand bien. Voilà. Jean-François Bennevise, est-ce qu'on peut craindre une urbanisation, je n'ai pas dit une ubérisation, mais une urbanisation de l'offre de formation? Parce que l'ubérisation de l'offre de formation, c'est un autre sujet. C'est déjà le cas, non ? De plus en plus, non, craindre. C'est déjà le cas. C'est-à-dire que dans le cadre de la réglementation actuelle, changée à de multiples reprises, on a quand même eu cette réalité-là. On a 13 000 organismes de formation dans la région. C'est la deuxième de France. Il s'en crée à peu près 1 millier chaque année. C'est bon. Alors il y a de tout, hein, des tailles. Bon, il y a beaucoup de petits. Hein, bon. Alors le fait qu'on parle d'individualisation, de recours au marché, fait craindre que ça renforce cet élément de concentration. Il faut dire qu'on a en tête parallèlement la remise en cause de grands réseaux de services publics de formation tels que l'AFPA. Mais l'AFPA, la crise qu'elle connaît, elle n'est pas récente, et elle a été essentiellement provoquée par... des coûts de formation qui sont lourds parce que, avec des coûts fixes importants, avec un plateau technique lourd et de l'hébergement, ce qui ne correspond plus aux modalités aujourd'hui des salariés qui n'ont plus envie d'aller passer X temps ailleurs, à distance, et de ne pas rentrer chez eux. Et elle a été provoquée par la mise en concurrence qui a fait baisser les coûts unitaires de formation dans les marchés publics et ne pouvaient plus faire face par rapport à leurs coûts fixes. Bon. Pourquoi est-ce que je parle de l'AFPA? C'est qu'on peut penser que le nouveau modèle qui va se mettre en place sera l'inverse. Et d'ailleurs, l'AFPA elle-même y réfléchit. C'est-à-dire qu'il s'agit de variabiliser des coûts fixes, et donc le plateau technique, il peut être mobile. Si le plateau technique peut être mobile dans des camions, ça se fait dans le domaine de la santé. Hein. Bon. Donc s'il peut être mobile, ça veut dire qu'on peut aller n'importe où sur le territoire. Bon. Deuxièmement, puisque l'offre est libéralisée, s'il y a intérêt pour un offreur, pour un entrepreneur de formation, d'offrir une formation avec un coût qui est connu, soit par appel d'offres des entreprises, etc., je veux dire, soit sur l'apprentissage par rapport à un coût contrat fixé au niveau national sur la branche, bon,
je veux dire, ça donne des chances à tous les territoires d'avoir des offres adaptées avec un public qui peut s'y rendre. Voilà. Donc, en soi, je dirais que ce nouveau cadre législatif ne réduit pas les possibilités de maintien d'une offre et je dirais même qu'il rend possible son développement en fonction de signaux marchés. Après, ce qu'on peut penser, c'est qu'il y aura une forme de structuration qui se fera à la fois par des regroupements d'organismes par le biais de la certification, qui va peser de manière très forte, à mon avis, sur les référentiels qualité, certification. Et du coup, se constitueront probablement un certain nombre de réseaux qui auront leurs propres antennes et on va recréer finalement une offre de service public, mais à partir d'organismes purement privés. À suivre. Donc, le temps passe, hein, et ce serait bien qu'on ait un temps de questions. Maurice Cropy, je vous laisse conclure hein, sur l'impact des territoires. Comment vous voyez ça, vous, ici dans la région ? Oui, alors j'ai compris qu'il fallait être synthétique et bref. Non, nous sommes dans une belle mais grande région. Donc, on a un enjeu de proximité, on n'a pas le temps d'en parler, mais effectivement, quand on sait aujourd'hui comment on va permettre à notre population active de consacrer 20% de son temps de travail à se former pour pouvoir acquérir les nouvelles compétences dont tout le monde parle. Et puis, comme nous sommes une grande région géographique avec des territoires, des diversités, etc., il y a un problème, on a un problème de mobilité géographique, y compris au sein de la région, y compris pour aller se former, mais pour changer d'emploi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a, tout à l'heure vous parliez de France Compétences, mais nous travaillons aussi un peu avec eux, et avec le ministère du Travail. Il y a une vraie réflexion actuellement dans l'écriture du cahier des charges, par exemple, sur le CEP, pour aller vers un accompagnement beaucoup plus large que la formation, y compris au niveau de la dimension sociale. Donc il y a aussi des enjeux... De savoir-être Non, de pouvoir accompagner socialement une mobilité, par exemple. Hein, si je suis à Aurillac, s'il faut que je vienne travailler à Lyon, j'ai besoin peut-être d'être aidé. Et donc de prendre en charge complètement cette dimension d'accompagnement. Et je pense que ça, dans une grande région comme la nôtre, c'est quelque chose qui doit pouvoir développer. Hein. Si nous avions le temps, je pourrais vous faire part d'expériences personnelles où on a essayé. Il y a aussi tous des enjeux de déracinement social. Il y a une réalité sociale où on a beaucoup de difficultés à sortir les gens de leur environnement de proximité sociale, même si on y met des moyens. Et quelquefois, on peut proposer à des personnes une meilleure situation et ils refuseront parce qu'ils estimeront qu'ils sont en rupture avec leur lien social, leur environnement social. Donc il y a des dimensions, si vous voulez, il y a des dimensions objectives dont on a parlé, mais il y a des réalités sociales, sociétales, et ça, personne n'a la baguette magique hein, pour les faire évoluer, qu'il faut aussi prendre en compte. Voilà, modestement, il faut aussi les prendre en compte. J'aimerais que vous réagissiez, Pascal Blin, sur cette diversité hein, dont on vient de parler, avec des taux de chômage. Il y a une coexistence en même temps, des pénuries de compétences pour certains métiers, un désir de changement et d'évolution personnelle pour d'autres. Comment, à travers cette réforme, on va mettre un petit peu de cohérence, en tout cas par rapport aux particularités du territoire ? Eh bien, je vais vous dire, je ne sais pas. Ah. Franchement, non. Moi, ce que je crois, alors, parce qu'il y a 2-3 sujets sur lesquels c'est tellement rare d'entendre ça. Non, parce que c'est rassurant. Je sais pas. Ouais. Il y a un sujet dans la loi, mais qui est un peu autre chose, qui est autour des droits et devoirs des demandeurs d'emploi. Hein. Il y a un vrai sujet là-dessus qui, je pense, devrait pouvoir apporter des choses. Non, je crois que c'est l'approche par compétence qui va vraiment changer la donne. Il y a, d'ailleurs, parallèlement à ce qu'on vient de dire, et vous l'avez confirmé tout à l'heure, il y a de plus en plus, de la part des entreprises, des besoins qui sont exprimés sous forme d'aptitudes ou de compétences personnelles, en gros, savoir-être, de plus en plus. Moins de recours au CV, moins de recours aux offres, vous savez, d'offres d'emploi, ainsi de suite. Et donc, voilà, c'est notre capacité à approcher ça. Ça renvoie d'ailleurs à tout ce qu'on a dit sur les blocs de compétences et tout ça. Après, moi, c'est vrai que j'attends, parce que c'est un gros investissement, le PIC. Hein, c'est jusqu'à 650 millions pour la région. Enfin, pour la région au sens région.
Voilà. Voilà. Non, et c'est vrai que moi j'attends beaucoup parce que cette approche par compétences nous a... Voilà, si on tire et si on met de la cohérence avec l'offre de formation et autres, et ça vient d'être expliqué, on doit pouvoir faire des gains majeurs par rapport... Parce que c'est vrai que personne ne comprend cette tension, ces difficultés de recrutement avec un taux de chômage aussi élevé, qui n'est pas de 10% dans la région, hein, c'est 7,6%. On est bien mieux que... On est bien mieux que... Mais quand même, qui est beaucoup trop, en tout cas. Oui, et vous avez, je crois, mais vous me dites si je fais une erreur, mais 49% de part de projets difficiles à pourvoir en évolution. Oui, ça a augmenté par rapport à l'année passée. Oui, absolument. L'année dernière, c'était 42% des projets. Aujourd'hui, c'est presque un projet sur deux qui est réputé difficile. Alors, il y a tout qui se mélange, mais c'est vrai que la difficulté, aujourd'hui, quand on embauche quelqu'un, enfin, je vous prends un témoin, mais même si c'est difficile de capter les jeunes générations, en tout cas, voilà, quel projet on propose. Et puis demain, qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens? Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, si on embauche quelqu'un, c'est une technique qui sera dépassée demain. Hein, les développeurs, les codeurs qu'on embauche aujourd'hui, on sait déjà qu'on n'aura plus besoin dans 5 ans. Hein. Enfin, c'est génération Pac-Man. Alors, avant de vous passer la parole, j'aimerais, et là c'est un exercice un peu particulier, en un mot, chacun, quelle est, selon vous, la condition de réussite de cette réforme professionnelle, la plus importante à vos yeux, et ça n'engage que vous, Valérie Javel. Je ne parle pas d'argent là avec vous. Non, pas d'argent. La condition... alors déjà, je ne dirais pas en un mot, mais je dirais en plusieurs mots. Le bénéfice que j'ai trouvé sur cette réforme, c'est que les différents acteurs se parlent. Ça a décloisonné un petit peu. Donc on se parle, on s'écoute, on échange, on comprend les problématiques des uns et des autres, on comprend les enjeux. Et ça, pour moi, c'est vraiment super important. Et ça, c'est un bénéfice. La condition, c'est qu'on transforme cette société en une culture de formation et une culture de compétences. C'est pas gagné. Jean-François Bellise. Je dirais que chaque structure, publique ou privée, exerce ses missions et en service au public. Parfait. Anne Pellet. Je dirais évolution, transformation. Et j'avais bien. Il y a des mots qui sont très à la mode en ce moment et qui me font sourire. C'est vous avez dit sérempidité et un mot qui est à la mode qui est procrastination. Ouais. Et donc, il faut peut-être qu'on arrête de procrastiner. Voilà. Procrastiner, ça veut dire de remettre à demain. Parfait. Maurice Cropy. L'accompagnement. Pour moi, l'accompagnement sera le nœud gordien de la réussite de cette nouvelle loi. Et donc, si nous réussissons à développer, à amplifier cet accompagnement, oui, ça sera un levier. Ça sera un levier extraordinaire. Voilà. Pascal Blin. Moi, alors, je dirais cohérence des parcours et des acteurs. Un peu sur. Voilà. On ne copie pas, hein. Anthony. Il y avait plein à dire. J'aurais voulu parler innovation et compétences, mais la cohérence, enfin, ce serait pas mal. Anthony. Alors, un mot, j'en ai pas, peut-être une expression. Enfin, moi, ça me fait ne pas avoir peur et surtout pas avoir peur de se tromper. Du côté des entreprises, en tout cas, je pense que c'est important. Voilà, on se lance, on n'a pas peur, et puis si on se trompe, on saura rectifier le tir. Parfait. Je vous invite également à ne pas avoir peur de poser la première question, qui est toujours la plus... Je voudrais qu'on remercie aussi nos intervenants pour la qualité de vos interventions. Merci. Le mot de la fin, Monsieur le Président. Merci d'abord. Merci aux intervenants. Tout à l'heure, vous avez évoqué effectivement un certain consensus. Je dirais plutôt que nous avons une vision assez partagée. Hein, voilà. Même si effectivement il peut y avoir des sujets d'échange et de débat, mais comme nous avons aussi l'habitude de travailler ensemble dans le même territoire, donc ce n'est pas une surprise cette observation. Voilà. Donc moi j'ai un souhait peut-être, et avant de terminer, c'est que nous arrivions un jour peut-être à faire en sorte d'organiser la rencontre entre une personne qui a un projet professionnel et une entreprise qui a des besoins sur un emploi périn. Et que
Je crois que l'enjeu, il est là. L'enjeu, il est là. Comment on fait se rencontrer la personne qui a un projet professionnel? Après, il y a les méthodes, il y a les techniques, il y a les outils. Et l'entreprise qui a des besoins et qui a aussi des besoins de monter en compétences pour être performante. Donc, il y a vraiment, in fine, un enjeu de performance économique, un enjeu humain pour les personnes, mais aussi un enjeu de performance économique pour les entreprises et pour la belle région Auvergne-Rhône-Alpes. Encore une fois, merci à tous et nous vous invitons